Salut, c'est Lino et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du marxisme et plus précisément de la société idéale des marxistes car je suis curieux de ce genre de société idéale et un peu utopique en général, ça permet de s'évader et dans le cas des marxistes, j'imagine que c'est intéressant car ça en dit beaucoup sur eux et leurs pensées, donc c'est pour ça que je voulais m'intéresser à ce sujet, sur ces sujets. D'ailleurs, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir, partager, à liker et surtout à me dire si vous voulez d'autres vidéos dans ce thème, parce que je pense qu'il y a d'autres sociétés utopiques politiques qui pourront être traitées, ça pourrait donner des choses sympas. Et donc, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, tout comme vous, j'ai une idée générale de la société idéale pour les marxistes, une société sans classe, sans propriété privée des moyens de production, etc., etc. Mais concrètement, à quoi cela devrait-il ressembler? Et au-delà de ça, quel devrait être le rapport d'une telle société avec le travail, les humains entre eux, le progrès technique, la nature, que sais-je? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette vidéo. Et pour ce faire, j'ai un invité spécial qui était déjà venu sur la chaîne il y a un an environ, Doomit. Bonsoir Doomit. Bonsoir. Bonsoir Lino. Salut. Et donc, pourquoi je fais venir Doomit? Parce qu'il est marxiste, hein. Donc, ça match. Ouais. Après, je sais pas si je suis honnêtement la personne la plus indiquée pour répondre à ce genre de questions parce que je suis pas un universitaire spécialiste de Marx. Et même si j'ai lu, un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire Karl Marx et les théories marxistes, etc. Mais voilà, donc ce que je dis est quand même à prendre avec, je dirais pas jusqu'à dire avec des pincettes, mais à recouper avec d'autres sources, j'imagine, et à compléter, quoi, tu vois, ce sera pas exhaustif, quoi, loin de là. Oui, après aussi, tu as le droit, dans cette vidéo, ne t'inquiète pas, de donner un petit peu ton avis à toi, au-delà même de la littérature marxiste basique. Tu peux très bien dire aussi comment tu verrais les choses, ton point de vue a de la pertinence. Voilà. Parce que, après, alors Oui, vas-y, excuse-moi. Après, ça peut être difficile aussi dans le sens où tu peux louper des trucs. J'ai pas envie de dire des choses à l'emporte-pièce. J'ai une idée de ce que je vais dire, mais je vais éviter de dire des choses vraiment à l'emporte-pièce qui sortent trop de mon derrière, pour ainsi dire. Ouais. Et là, donc, pour ceux qui te situent pas, tu es youtubeur. Tu commences à avoir un petit succès sur YouTube, hein. Maintenant, tes chaînes font plusieurs milliers de vues. T'en as 2 même, non? Ouais, mais il y en a une que j'alimente plus trop parce que j'ai plus le temps, quoi. Mais si j'ai ma chaîne principale qui a 5000 abonnés, donc c'est une petite chaîne, voilà, tranquille. Hein. Mais je fais bien sûr pas énormément de vidéos non plus. Mais c'est une activité, je dirais, amusante et qui prend du temps aussi, et créatrice. C'est cool, quoi. Du coup, comment décrire ton travail? Je vais essayer de le faire, hein, et tu me corriges. Tu es donc déjà, j'ai oublié de préciser, mais tu es professeur de philosophie. Ouais. Tu as aussi fait des thèses, si je me souviens bien, en économie. Oui, en économie, en philosophie, malheureusement trop, hyper docteur presque, bientôt un doctorat d'Idriss Aberkan, voilà, faut le savoir. C'est quoi déjà? C'est hyper docteur, c'est quand on a 3 et quand on a 2, c'est quoi? Oh, je sais pas, ça compte pas, 2, c'est, je sais pas, il a rien prévu pour ça. Pourtant, il devrait y penser, puisqu'apparemment, un de ses doctorats lui sera retiré. Ouais, j'ai suivi l'affaire. Mais alors, du coup, voilà, t'es quand même. Tu fais le modeste, mais bon, j'ai trouvé un youtubeur marxiste, expert en philo et en économie. Ouais, ça va, hein, pour parler de la société idéale des marxistes. Je pense que vous trouverez pas forcément mieux sur internet. J'ai cherché des vidéos, des sources, j'ai pas trop trouvé. En tout cas, vous trouverez pas mieux que ça, à mon avis. Et juste là, pour situer ta chaîne, tu es, comment dire. Donc tu fais de la vulgarisation philosophique en faisant des réactions à d'autres youtubeurs et en faisant un petit peu de la critique politique de la zététique. Ouais, c'est du drama philo, on pourrait dire c'est comme ça, drama philo-éco, philo des sciences, philo politique, quoi. Toujours un peu de drama parce que le sens c'est quand même important, quoi. Enfin, j'imagine. Ouais, malheureusement c'est ce qui marche, mais faut prendre garde à pas trop se perdre dedans, c'est ça le problème. C'est très pénible, c'est désagréable en effet. Et voilà, moi comment dire,
on n'est pas du même bord politique. Mais après, moi, je trouve tes vidéos intéressantes. Il y a plein, parce qu'il y a toujours des notions philosophiques dedans. Ça va vers les textes, donc c'est toujours bon à prendre. Voilà. Je On tenais à le essaie. dire quand même. On essaie. Alors, vu que tu aimes le jeu vidéo, je peux me permettre de partager les origines très lointaines de cette idée de vidéo. Il s'agit du jeu Atomic Heart. Est-ce que tu le connais? Oui, mais je n'y ai jamais joué. Ouais, parce que ta chaîne au tout départ, c'était une chaîne de jeux vidéo. Tu faisais des speedruns de Mario, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Ouais, c'était pour poster mes speedruns de Mario World, ouais. À la base. Voilà. Voilà, donc tu pourras apprécier cette référence. Donc, Atomic Heart, c'est une sorte de Bioshock qui se déroule dans une URSS alternative ultra technologique, triomphante, avec des robots partout, le triomphe des sciences, l'architecture brutaliste, futuriste. Et cet univers, cette esthétique me plaisait vraiment beaucoup. Et je me demandais à quel point ça correspondait à l'utopie marxiste. Si c'était vraiment une invention ou s'il y avait des choses réelles dans cette vision. Je suis pas sûr. Enfin, je sais pas. D'une certaine manière, puisque si on reste collé à Marx, hein, je vais pas dans le marxisme, on va rester sur Marx. L'idée principale, c'est que grâce alors je vais pas parler comme les marxistes, mais bon, on comprendra l'idée. C'est quand même l'idée. Avec le développement de la productivité, grâce à l'essor au progrès technique, hein, tout simplement, les êtres humains devraient finir par être libérés du travail. Hein, c'est la vertu, on va dire, du capitalisme. Pour Marx, cette capacité à libérer les humains du travail, qui est la contrainte naturelle, qui pèse sur toute l'humanité, thème classique en philosophie, s'il en est. Et donc évidemment, s'il existe un monde dans lequel les machines remplacent les êtres humains au travail, on peut dire que d'une certaine manière, après tout dépend de qui contrôle les machines, etc., etc. Ça ne suffit pas d'avoir des machines. On a atteint des objectifs de la philosophie marxienne, à savoir libérer les travailleurs de ce fardeau fondamental et naturel qu'est le travail lié à la nécessité. Puisque c'est ça le problème du travail, c'est que si on travaille, c'est parce qu'on en a besoin, on ne peut pas vivre sans travailler. Voilà, donc après, qui contrôle les machines? Voilà, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a encore des boutiquiers, tu vois, dans Atomic Heart, tu vois? S'il y a encore des boutiquiers, il y a ça va des pas, super quoi, méchants, je te confirme. Non, après, la machine devient folle et elle se rebelle contre les humains, mais bon, après, c'est un peu plus compliqué que ça, tu vois. Je crois que c'est Zinosiev qui fout le bordel. Enfin, je me souviens plus qui est le méchant, mais c'est un truc comme ça. C'est marrant. Donc, juste pour revenir avant d'empiler dans les parties que j'ai prévues, juste encore une fois pour bien repréciser le contexte de l'entretien, l'objectif de cette vidéo est donc d'explorer ensemble les aspects plutôt méconnus du marxisme à travers cette société utopique, comme je disais. Et on va le faire au premier degré, sans ironie. L'utopie, l'idéal, le théorique seront franchement assumés dans cette vidéo. Et c'est un point qu'on a évoqué très rapidement en antenne, c'est qu'en fait, les militants politiques, ceux qui s'intéressent à la politique en général, de gauche et de droite, on passe notre temps à débattre des détails, de la manière d'atteindre nos sociétés idéales. Nous essayons tous d'être très factuels, étant le plus concret possible, et cela a mécaniquement tendance à nous éloigner de l'idéal, et en conséquence, nous parlons rarement, voire jamais, de ce à quoi doit réellement ressembler nos sociétés idéales, alors que en quelque sorte, c'est notre but final, c'est ce pourquoi tout le monde se bat. Eh bien, pour une fois, on va discuter franchement de ça. Et dans cette vidéo, on va essayer autant que faire se peut de pas trop s'attarder sur les mesures transitoires vers la société marxiste, les étapes, les défis pour passer d'une société capitaliste à une société marxiste. C'est en tout cas ce que je propose de faire dans cette vidéo. Après, c'est la ligne directrice, il faut se sentir libre de faire ce qu'on veut, c'est ça aussi qui est bien. Voilà. Et même si on va parler de sujets utopiques, on va le faire de manière sérieuse. Donc, ce que je propose dans un premier temps, première partie, c'est de rappeler, déjà, on va parler de marxisme, et du coup, qui est Marx? Et qu'est-ce que le marxisme? Donc, je propose un mini
une mini-introduction, sens-toi libre de la compléter. Donc, le marxisme, c'est une théorie sociale, politique et économique fondée sur les idées de Karl Marx. Karl Marx était un philosophe allemand d'origine juive, d'extrême gauche. Les dates, c'est 1818-1883. Et donc, cette théorie propose une analyse critique du capitalisme, et notamment en mettant en lumière la dynamique de lutte des classes notamment entre la bourgeoisie et les prolétariats, la bourgeoisie étant ceux qui possèdent les moyens de production et les prolétaires qui ont que leur force de travail. Et le marxisme insiste vraiment là-dessus, et il voit que toute l'histoire est en fait une conséquence, un déploiement de cette lutte à travers l'histoire. Est-ce que tu veux rajouter des choses, clarifier des concepts, des idées fondamentales ? De bricole, alors je voulais juste récuser en quelque sorte l'idée d'utopie, mais plutôt parler de société future que d'utopie, parce que cela voudrait dire qu'on serait dans le pur idéalisme, dans la pure imagination, alors qu'il s'agit d'envisager le futur à partir des choses concrètes qui existent déjà. Et ça, je pense qu'on peut essayer parfaitement de le faire pour le coup. Pour ce qui est de compléter, oui, bah, en fait, oui, le marxisme, c'est beaucoup de choses. Alors, ce qu'on pourrait dire en plus, peut-être, c'est que le marxisme, c'est pas limité, bien sûr, aux théories de Marx et d'Engels, du coup. Ouais. Mais c'est un ensemble de corpus théoriques très divers, avec des contradictions à l'intérieur de ces corpus théoriques. Le marxisme, ça va de Karl Marx à Lénine, en passant par Lukács, en allant même chez les décoloniaux qui pourtant ont des approches assez différentes, si on se souvient des aspects du marxisme, même chez certaines théoriciennes féministes, etc. etc. Jusqu'à François Hollande. Là, non, malheureusement. Et bon, le marxisme, tout ça pour dire, c'est quand même beaucoup de choses, beaucoup de théories qui sont pas toutes d'accord entre elles. Voilà, c'est une manière de considérer l'économie politique et de considérer a priori que le politique n'est pas déconnecté de l'économie, j'imagine. Voilà. À la base, c'est une réponse à l'économie politique, finalement, telle qu'elle est proposée par les sciences ou pseudo-sciences économiques du 19e siècle. De sorte, quoi. Mais dans tous les cas, il y a toujours cette notion de lutte des classes. Il n'y a pas de marxisme qui ne reconnaît pas la lutte des classes. C'est quand même bien sûr, la lutte des classes, c'est le début du manifeste du Parti communiste. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Voilà. Absolument. C'est le postulat théorique de base, quoi, on va dire, voilà. Qui est bien sûr pas parfaitement exact, puisque évidemment c'est un postulat théorique, mais qui est censé être fécond, on va dire. Moi, je le trouve fécond. Voilà. Et donc, oui, le marxisme, c'est un véritable continent, c'est énorme. Il y a énormément de penseurs, comme tu l'as expliqué, d'hommes politiques aussi. Par contre, tu vas pas me contredire j'espère que tu vas pas trop me contredire sur le fait que les hommes politiques marxistes, ça n'a pas forcément été les plus grandes réussites. Bah, en fait, je sais pas trop. Donc, en fait, si on prend Lénine, c'est compliqué parce qu'évidemment, il n'a pas pu gouverner longtemps. Puis la paix avec l'Allemagne était signée dans des conditions un peu particulières. Il y avait des luttes de pouvoir internes au parti qui étaient bon, à part faire l'histoire de l'URSS, mais bon, c'était le bordel. Il y avait une confusion entre l'État et le parti. Il fallait liquider le régime tsariste, c'était le bordel. Et puis après, bon, quand Staline prend le pouvoir, c'est toujours. Staline, je connais assez peu. Le seul bouquin que j'ai lu vraiment consensuellement sur Staline, c'était la biographie rédigée par Klevniuk. Et en fait, ce qu'on apprend en lisant cette biographie, c'est que Staline, en fait, oui, il faisait des entorses au marxisme, puis c'est quelqu'un qui connaissait mal, en fait, les théories marxistes, en fait. Ouais, je sais qu'il avait sorti péniblement 1 ou 2 livres de théorie marxiste, et c'était vraiment pour dire, regardez, je l'ai fait, je suis un marxiste, mais dans le fond, les livres ne servaient pas à grand-chose, ils étaient assez médiocres. C'est vraiment juste pour faire figuration, si je me souviens bien. Ouais, Staline, c'était un homme de pouvoir aussi, donc il avait des contraintes très particulières liées aussi à la guerre, liées à son propre maintien au pouvoir, etc., à ses propres croyances aussi. Ouais. C'est difficile ça, mais il faudrait voir ça avec des historiens. Bon, non mais c'est vrai, je disais ça parce que en vérité, beaucoup des marxistes les plus connus, c'est des hommes politiques en vérité. Lénine, Staline, Mao. C'est ça, c'est pour ça que je veux signaler ça. Les marxistes les plus lus dans la théorie, Lénine, c'est vrai qu'il en fait partie pour le coup, mais Lénine a écrit des choses extrêmement intéressantes pour le coup. Mais après, c'est plutôt Lukács, je sais pas, bon, on va dire si l'école de Francfort pour des trucs un peu plus hétérodoxes.
je sais pas, Kluskar, quand même ça reste Gramsci. des universitaires, quoi. Gramsci, alors Gramsci qui Mm. lui était un militant politique, ouais, pour le coup, Ouais. et qui a fini tragiquement emprisonné par le régime fasciste. Bon, voilà. Donc en fait, pour les théoriciens, les marxistes les plus connus restent quand même des théoriciens, Oui, globalement. oui, non, non, je disais les marxistes les plus connus pour le grand public, c'est ça Ah oui, dans ce parce que sens-là que Mao je disais Zedong ça. aussi, il y a des entorses au marxisme, très Ah sérieuses. ouais, mais à lui, c'est un vrai théoricien, par contre, lui. Alors, par contre, c'était pas terrible, hein, mais la révolution permanente pour renouveler le peuple chinois en permanence, les serrer comme ça infiniment. Ah, je me suis un petit peu intéressé à Mao, c'est pas... Ouais, puis il y a l'idée chez moi, si je dis pas de conneries, mais ça aussi, il faudra vérifier, hein, recouper cette information-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas lu le petit livre rouge, qui est assez indigeste par ailleurs. L'idée sur laquelle la paysannerie, en fait, peut appartenir à la révolution, mais alors c'est bizarre parce que oui, il liquide les propriétaires terriens aussi, Mao Zedong. Bon. Vérifiez tout ça quand même, vérifiez tout ça. Je vais Voilà. pas trop Bon, aventurer là-dessus. voilà, encore une fois, c'est pas le but de cette vidéo de parler de ça, mais voilà, c'était juste pour les évoquer. Et donc, de moi, de ce que j'ai compris, là, on va passer à la suite de ce que j'ai compris, les bases de la société idéale selon Marx. Donc, du coup, ça serait une abolition de la propriété privée des moyens de production. Mais quand on dit ça, on a tout dit et on n'a rien dit. C'est-à-dire, quelle forme ça prendrait ça, est-ce que ça passerait sur une base de collectivisation, de disparition de la monnaie Quelle forme ça prendrait? Alors cette discussion sur la disparition de la monnaie, moi, je suis pas du tout au clair là-dessus. D'ailleurs, moi, je vais teaser un peu parce que je dois faire un entretien avec Position Revue, justement, qui est lui un marxiste très calé sur cette question-là de l'abolition de la monnaie. Moi, c'est un truc dans lequel je crois pas trop. Lui, il est plutôt convaincu par rapport à ça. Mais bon, on va aller plutôt sur la question de la collectivisation et de tous les problèmes que ça pose, enfin de tous les problèmes, de certains problèmes que ça pose, et même le problème lié à la question de la lutte des classes, etc., etc. Bon, a priori, on pourrait dire que c'est simple. On abolit l'exploitation, c'est-à-dire la propriété privée des moyens de production. Donc il y a plusieurs moyens de faire ça, hein. On peut se dire que au début, t'instaures une dictature du prolétariat qui remplace... en fait, il faut savoir que la dictature du prolétariat, son but, c'est pas de remplacer la démocratie, hein. C'est de remplacer la dictature de la bourgeoisie. Voilà, parce que la démocratie libérale, c'est la dictature de la bourgeoisie, et ça n'a jamais été rien d'autre. C'est d'ailleurs ce qu'indique Lénine dans l'État et la Révolution. Et je pense que Marx le dit aussi, d'ailleurs, ailleurs. Et donc, d'abolir ce régime économique, politique et idéologique qui permet la reproduction à l'infini de l'exploitation d'une classe sociale par l'autre, c'est-à-dire l'exploitation de la classe laborieuse par une classe non laborieuse. Alors maintenant, comment est-ce qu'on organise ça? Est-ce qu'on fait des soviets, hein? Voilà, on peut imaginer qu'on fait des petits soviets comme ça et qu'on leur donne vraiment le pouvoir, voilà. Ce qui n'est Des malheureusement pas... soviets, précisément, c'est quoi? C'est une association de paysans? Ah non, Oui, alors d'ouvriers? justement, oui, parce qu'il faut comprendre aussi que les paysans, il y a toujours un doute en fait, il y a toujours un soupçon à l'endroit du monde paysan dans les théories, en tout cas dans les premières théories marxistes, parce que les paysans sont des propriétaires terriens, et parce que comme ce sont des propriétaires terriens, attention, ils sont propriétaires de leurs moyens de production, donc on peut avoir affaire là à une classe qui serait une classe rentière en quelque sorte. Et ils ont un peu des idée. tropismes réactionnaires ancrés en eux. Oui, en plus de ça, effectivement, il y a cette question des tropismes réactionnaires. Donc voilà, donc la collectivisation par le moyen, donc je sais pas, d'associations telles que des soviets, par le moyen, je sais pas, de l'utilisation. Alors c'est ça à la base, hein, si je dis pas de conneries, la croyance sur laquelle on peut utiliser. Je parle de croyance parce que ça a été quelque chose de très discuté, hein, sur laquelle on peut utiliser les moyens de l'État bourgeois pour servir le prolétariat, pour justement arriver à abolir les moyens de production, liquider l'État bourgeois et liquider le capitalisme. Ça, c'est une hypothèse qui est soulevée. Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut. Je pense qu'elle est très discutable pour le coup. Mais c'est pas non plus complètement idiot. Et une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on conserve la monnaie? Est-ce qu'on abolit la monnaie? Il y a un théoricien assez connu, assez populaire, même sur Internet, qui s'appelle Bernard Friot, qui lui considère que on n'abolira pas la monnaie, mais qu'on utilisera un moyen capitaliste à l'intérieur de la société communiste. Et ce moyen, ce serait le salaire. Le salaire, en fait, ne serait pas indexé sur la productivité, il ne serait pas indexé sur la potentielle valeur d'échange qu'il peut créer, mais il serait indexé sur la qualification. Mais c'est compliqué, en fait, tout ça, parce qu'en gros, l'idée, c'est que, évidemment, le capitalisme crée une certaine forme de valeur, qu'on appelle la valeur d'échange, hein.
Alors, je vais pas détailler les points théoriques parce que là, ce serait, je pense, trop indigeste. Et en fait, l'abolition du capitalisme vient avec l'abolition de la valeur d'échange, et Bernard Friot pense pouvoir donc maintenir, ce qui peut paraître paradoxal par ailleurs, maintenir le salaire tout en abolissant la valeur d'échange. Voilà. Bon, c'est ça l'idée. Alors évidemment, des avantages de cela, c'est que ça maintient la monnaie comme moyen d'échange. Mais une des limites, c'est que, en fait, on peut aussi avoir cette conviction, cette croyance ou cette opinion bien argumentée par ailleurs, selon laquelle la monnaie, c'était quelque chose de superflu. Et la manière dont le capitalisme le présente, enfin les théories même économiques, qui sont des théories libérales, ou donc adossées au capitalisme, ou qui considèrent le capitalisme comme une nécessité ou comme un postulat, et ces théories qui présenteraient la monnaie donc, comme un moyen d'échange, une réserve de valeur, hein, pour reprendre quasiment les mots de Keynes, eh bien en fait, on n'en a pas besoin, parce qu'on n'aurait pas besoin de réserve de valeur. Moi je ne sais pas très bien comment on peut organiser la gratuité. Alors, il y a toujours l'idée selon laquelle, je suis désolé, je suis peut-être pas très clair, mais parce qu'il y a beaucoup de choses en fait, et en peu de temps, c'est pas facile. Il y a toujours l'idée selon laquelle finalement, les marxistes diront, marxistes dont je suis d'ailleurs, que grâce au développement des forces productives, c'est-à-dire la productivité des machines en fait, hein, grâce au développement des forces productives, on vivra dans l'abondance. Et donc la question de la monnaie ne se pose plus, puisque si on vit dans l'abondance, on n'a plus besoin de moyens d'échange, tout est gratuit, puisque de toute façon on produit beaucoup plus que ce dont on a besoin. Voilà. Après, ça pose d'autres problèmes, évidemment. Mais oui. du coup, une forme qu'on peut d'ores et déjà avancer, c'est la disparition de la financiarisation. Ça, déjà, ce serait immédiat. Ce serait le premier truc qui sauterait, du coup. Ah bah oui, ça sert plus à rien en fait, la financiarisation. Pour le coup, oui, je vois pas très bien à quoi ça servirait. En tout cas, la financiarisation qui, je sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas la financiarisation qui passe par les marchés financiers, par la spéculation, qui finalement a pour finalité d'enrichir, Les taux d'intérêt, la disparition des taux d'intérêt, ce genre de choses, c'est fini. Donc, ça serait une économie du comptant, quoi. Mais honnêtement, c'est pas facile de le dire, de le savoir, parce que si on mettait de la monnaie, dans quelle mesure est-ce que la monnaie a de la valeur, dans quelle mesure ça a du sens de mettre des taux d'intérêt, tu vois, c'est pas si simple que ça. C'est pas facile. Je sais, hein, c'est pour ça que t'es là. Hein. Sachant qu'il y a des discussions par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que si tu vas chez les féministes, par exemple, si tu vas chez Silvia Federici, elle, ce qu'elle te dit, c'est que donc elle parle de Marx, hein, mais elle te dira qu'en fait le problème, c'est que l'approche sous la forme de la lutte des classes est trop réducteur, que concrètement les partis de gauche, en fait, et que les marxistes orthodoxes considèrent qu'il va de soi qu'en fait, une fois qu'on aura résolu la lutte des classes, on aura résolu tous les autres problèmes. Or, d'après elle, et elle avance un certain nombre d'arguments, on n'aura pas résolu le problème du patriarcat, parce qu'on n'aura pas résolu le problème du travail domestique. Et par travail domestique, elle entend, je sais pas seulement faire le ménage et la cuisine, hein, mais par exemple avoir des relations sexuelles, tu vois. Ouais. Et ben en fait, ouais, c'est pas faux. Et en fait, dans quelle mesure, concrètement, si on les matérialise jusqu'au bout, et donc si on n'est pas idéaliste, donc si on n'est pas dans l'utopie pure, on peut concevoir en fait la disparition du patriarcat comme opération magique une fois qu'on a aboli le capitalisme. Voilà, moi, je suis pas très sûr de ça non plus. Je suis pas très sûr qu'une fois qu'on a aboli le capitalisme, on a aboli le racisme non plus. Je suis pas sûr que les maillons de causalité aillent forcément dans ce sens-là. Donc en fait, on peut explorer d'autres voies que les voies tout à fait orthodoxes, quoi. En tout cas, en parallèle, tout du moins. En parallèle ou même de manière nécessaire. C'est-à-dire que le propos de Federici consiste à dire que le communisme n'est pas possible dans une société qui n'a pas aboli le patriarcat. Oui, mais du coup, dans quel ordre, par exemple, cette dame, elle hiérarchise la lutte? Est-ce qu'elle la hiérarchise? Est-ce qu'elle la parallélise, déjà? Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. Donc c'est en même temps, alors. C'est genre, faut être féministe et combattre pour la classe, on va dire, et combattre pour l'égalité des races, on va dire aussi. Tout ça en même temps. Disons que le fait est que si tu prends pas en considération le problème du droit des femmes dans la Révolution, il n'y a pas de raison que tu le prennes a priori en considération après, quoi, tu vois, tout ce que je veux dire. Et c'est pour ça que du coup, les marxistes orthodoxes, ils sont traités par
on va dire, de réactionnaire, entre guillemets, par la nouvelle gauche, si je peux l'appeler ainsi. La gauche plus moderne, un peu plus pétrie des questions sociétales, on va dire. Ouais, C'est la critique qu'on fait à Loïc Chiagno, par exemple. Ouais, mais alors Loïc Chéniaud, lui, ça y est, là, il est plus du tout, il est plus grand chose en marxisme pour le coup, tu vois. Je ne vois Non, pas mais, trop ce qu'il y a de non, mais c'est marxiste une, dans la cri- ligne c'est- de Loïc. non, mais c'est une critique qu'on lui adresse, par exemple, il me semble. Si je me souviens bien. Qu'il est trop orthodoxe. Non, je crois que la critique qu'on lui adresse, en tout cas les marxistes, la critique qu'on lui adresse, c'est qu'en fait, il est fasciste, quoi. C'est plutôt ça. Ou qui défend des théories vraiment confus, rouge-brun, et plutôt brun que rouge, quoi, tu vois. Ouais. Non, là c'est les analyses qui sont diffusées sur la franchise, là, donc plus en termes de classe, mais en termes de bédouins et de, de bédouins nomades et de producteurs sédentaires. Bon, voilà, on est complètement sorti de l'analyse marxiste. Alors, l'article n'est pas de lui, mais c'est publié dans sa revue. Il a tenu un certain nombre de propos aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, en podcast, ou pareil, un peu comme Tatiana d'ailleurs, il opposait les nomades. Donc les nomades, c'est bien sûr les gens des cités apparemment, aux producteurs sédentaires. On est complètement sorti de l'analyse de classe et on est complètement sorti même de l'analyse raciale au sens sociologique du terme en fait. On est dans un truc qui n'a rien de marxiste. Et d'ailleurs, je rappellerai. Ça me rappelle je une t'invite. lecture soralienne, ça. J'avais déjà entendu Soral parler Mais à de fond, choses mais comme ça. oui, mais d'ailleurs, dans ma vidéo, je mets un insert de Soral où il parle de producteurs sédentaires et il fait cette opposition. Donc Ah bah voilà, c'est tu vois. clairement, voilà. Ouais, Loïc Chéniaud, c'est Alain Soral maintenant, voilà, faut le savoir. Il emprunte au maître du Logos ses théories, hein, voilà. Mais attends, Donc, et non, non, les deux, ils viennent du marxisme en tout cas. Hein. Est-ce que ça vient de chez vous, hein, les mecs, au départ. Hein. ouais, mais les confus, ils viennent soit du marxisme, soit du fascisme, en fait. Et puis c'est des confus, quoi, ils sont entre les deux, quoi. Et Loïc Chéniaud, malheureusement, mais d'ailleurs, il faut quand même rappeler qu'il est plus publié par Delga, hein, donc ce qui est un signe assez fort, quoi, tu vois. Il est plus, Ouais. Delga l'a lâché, et pour cause, quoi, et pour cause. Je sais pas s'il a Ouais. été lâché par Pagani, mais il a été lâché par Delga, en tout cas. Et juste petite anecdote, tu parlais de Bernard Friot. Bernard Friot, je l'ai rencontré. Ah, bah, la chance. Ouais, c'était... comment dire ouais, c'était à la sortie d'une émission télé où il avait débattu avec un libéral, avec Gaspard Koenig. Donc, Ah oui, Gaspard Koenig, c'est pas le plus méchant des libéraux, ouais. Ok. Ah ouais, alors c'est un libéraux, ouais. Ouais, c'est pas celui que je préfère, je t'avoue, mais c'est un libéral. Tout de même, qui me semble être relativement honnête, on va dire. Ouais, humus, quoi. Les vers de terre, voilà. Un peu mou, ouais. Mais, ouais, excuse-moi, donc tu voulais continuer. Non, voilà, donc... désolé, sur quoi on était là, ouais, le Mais- marxisme, oui, donc voilà, les auteurs, ça, oui, c'est ça, le sociétal. Mm. En fait, je sais pas si on peut vraiment... je crois que pour le coup, c'est plutôt des courants non marxistes ou non familiers avec le marxisme qui opposent le social et le sociétal. Parce que si tu lis les féministes, alors, si tu lis les féministes marxistes, j'entends, je te parle pas... Mais même Judith Butler, en fait, je sais pas, mais je vais pas te parler de Judith Butler, je vais te parler de Federici, même d'Angela Davis, tu vois, des gens comme ça. Ou si tu lis les décoloniaux, je sais pas, Lougonès, Grossfogel, etc., enfin, ces gens-là, quoi, eh bien, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment de distinction entre le social et le sociétal, hein, entre l'économique, voilà, et le sociétal. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette analyse croisée qui considère que les luttes sont conjointes et qu'elles participent toutes à quelque chose qui relève de l'économie politique. Si je vais prendre un exemple, je vais prendre un exemple. Je vais pas prendre Boutelja parce que voilà, tout le monde la déteste et elle n'a pas eu tout crédit même auprès des marxistes qui veulent la blairer, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, non, c'est pas qu'il veut Y a pas la un- blairer, c'est qu'il y a un aime truc bien, mais récent en gros, non, il n'y a pas de truc récent, mais c'est que c'est des discussions qui datent depuis un an maintenant. Roya, on a compris, c'est une bonne écrivaine, mais c'est pas une bonne théoricienne. Enfin, il y a des trucs comme ça qui circulent. Faut pas me mettre à dos mes camarades. Je vais pas prendre Roya Boutelja comme exemple. Il y a un très bel ouvrage qui est sorti chez Zone, qui est une espèce de revue de littérature des théories décoloniales, qui s'intitule Pensée décoloniale, et qui renvoie à tout un tas d'articles et d'ouvrages décoloniaux. D'ailleurs, on peut les lire. Certains sont même traduits en français, d'autres sont écrits en espagnol, mais lire l'espagnol, c'est pas très compliqué, puisque c'est une langue assez proche du français. Passons. Ouais. Et Si maintenant avec ChatGPT, vous pouvez prendre une photo et demander à traduire directement. En plus, voilà. Ou DeepL, Petite c'est astuce. gratuit. Voilà.
Mais bref. Donc on a des théoriciens comme ça, et la pensée décoloniale en tant que telle, elle s'est développée dans les années 1990, en 92, avec un article fondateur d'un philosophe, d'un chercheur en sciences sociales latino-américain qui s'appelle Aníbal Quijano. Et Quijano introduit deux notions, qui sont les notions de colonialité et de modernité, et qui permettent une relecture de Marx, mais une relecture qui date pas de Quijano, qui est antérieure. Hein. Et cette relecture considère notamment que les rapports coloniaux sont antérieurs et postérieurs au colonialisme. C'est-à-dire que ils dépassent le colonialisme. C'est-à-dire qu'en fait, le colonialisme existe, la colonialité existe avant le colonialisme en tant que condition de possibilité et d'accomplissement du colonialisme, et surtout, elle existe après en tant que les rapports, en tant que le colonialisme, a créé certains rapports matériels entre différentes classes sociales et différentes ethnies. Donc il y a une hiérarchisation raciale qui dérive du colonialisme. Et cette hiérarchisation raciale continue après le colonialisme. Bon, ça c'est la colonialité. On va dire la colonialité du pouvoir, pour le dire rapidement. Et la modernité, c'est une question épistémologique, c'est l'idée selon laquelle en fait les Européens ont imposé leur vision du monde. Donc il parle pas de Milton Strong à proprement parler, mais c'est l'idée. Hein. Il parle pas d'idéologie non plus, mais c'est l'idée. Ils ont imposé leur vision du monde, qui est la vision du monde moderne, à l'ensemble du monde qui n'était pas inclus dans la modernité. En gros, c'est ça l'idée. Et on est encore là-dedans. Voilà, on est encore là-dedans, et ils n'ont pas totalement tort. Et des choses qui dérivent de cette approche-là, c'est qu'il existe en fait des contraintes matérielles et des intérêts matériels distincts en fonction qu'on appartienne à telle ou telle communauté dans les rapports de la colonialité. Hein, alors, c'est pas une idée extrêmement difficile à comprendre. Hein. C'est que, tout simplement, quand tu habites en... Alors, eux, ils s'intéressent à l'Amérique latine à la base. On va s'intéresser à l'Amérique latine. Eh bien, quand tu es un Amérindien en Amérique latine et que tu es un prolétaire amérindien en Amérique latine, oui, tu as des intérêts de classe communs avec des blancs qui sont ouvriers en Amérique latine. Mais tes intérêts de classe, même si tu as des intérêts de classe communs, quelque part... des oppressions différentes. Tu as des oppressions différentes, et le travailleur blanc, en fait, a des intérêts divergents avec les tiens. Donc, vous n'avez pas que des intérêts communs, en fait. Vous avez des intérêts communs, objectifs, mais vous avez aussi des intérêts divergents, objectifs. Voilà. Et ces problèmes-là, si tu les résous pas, tu résous jamais la lutte des classes, en fait. Parce que in fine, le travailleur blanc, il voudra toujours maintenir ses avantages qui ne sont rendus possibles que par une domination supérieure des travailleurs non blancs. Voilà. J'ai une question du coup, un peu provocante d'une certaine manière. Donc, on est bien d'accord, l'objectif de lutte des classes, on va l'englober encore de manière plus globale. L'objectif des classes doit, de manière parallèle, abolir les luttes aussi intersexes, voilà. Mais du coup, donc le but, c'est de viser, c'est quoi ? C'est de viser une harmonie ? C'est quoi ? Pourquoi vouloir faire ça fondamentalement du coup ? Pourquoi vouloir faire ça ? Alors, il y a plusieurs manières aussi de répondre à cette question-là. Alors, on peut répondre comme l'auraient fait les marxistes au 19e siècle, et peut-être même au début du 20e siècle par ailleurs, se dire qu'on est dans une approche rationaliste et scientifique, et que c'est le cours de l'histoire. Bon. Ouais. Alors ça, il y a peut-être des gens qui y croient encore. Moi, j'ai parfois envie d'y croire. Le marxisme dialectique, non, c'est quand l'historisme. J'ai oublié le nom de ce machin. Oui, le matérialisme historique et le matérialisme dialectique. Ouais, c'est ça. Bon, alors ça, c'est une approche, et à certains égards, elle n'est pas débile non plus, tu vois. Ça fait compte théoriquement. Mais, je vais me faire engueuler, mais bon, c'est pas grave. Je vais me faire engueuler, je sais pas. C'est quelque chose qui a reçu beaucoup d'objections de la part des conservateurs, bien sûr, pas forcément pour les bonnes raisons et parfois pour les bonnes raisons, et de la part des marxistes aussi, et parfois pour des bonnes raisons et parfois peut-être aussi pas forcément pour des bonnes raisons. Je me souviens d'une phrase de Bégodeau qui disait qu'il n'y avait plus personne qui croyait en ça à part 2-3 althusériens attardés. Je crois que c'était ça, ces termes. Ouais, mais Bégodeau, c'est pas le marxiste le plus avisé non plus, ou le plus documenté. Mais il a peut-être dit ça de manière assez amusante.
Oui. Mais une des lectures classiques, c'est de dire, voilà, on connaît bien le troisième volume du Capital de Marx, avec la fameuse baisse tendancielle, la fameuse loi de la baisse tendancielle du taux de profit. Alors, Ouais. ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Marx, c'est quelqu'un qui a actualisé énormément ses lectures, et qu'à la fin de sa vie, en fait, il avait un manuscrit en prévision, et puis dans lequel il disait que lui-même, la baisse tendancielle du taux de profit, il n'était pas sûr, tu vois. Mais bon, passons. La Non. baisse tendancielle du... excuse-moi, je te coupe dans tes raisonnements, Ouais. c'est pas forcément très sympa, mais juste pour... c'est un peu du malthusianisme, en fait, estimer la baisse tendancielle du taux de profit, c'est estimer que l'économie, c'est un gâteau, c'est un périmètre constant, en fait, et qu'il faut mieux répartir du gâteau, et que le gâteau ne peut pas augmenter à l'infini. C'est ça qui est à l'origine de... C'est cette vision-là qui est à l'origine de la baisse du taux de profit. Et donc, c'est cette vision-là que Marx remettait un petit peu en cause, au final. Alors c'est pas exactement ça l'idée. Hein. La baisse tendancielle du taux de profit, c'est censé être une loi qui prédit la fin inéluctable du capitalisme, en fait. Parce qu'il n'a plus de marché, il n'a plus de débouchés, et du coup, comment dire, il va s'user lui-même, quoi. Alors non, c'est pas une question de débouché. C'est une question. Alors, les marxistes pourront peut-être me reprendre, mais je crois que ma lecture est correcte. En fait, le profit est le produit de l'exploitation. Bon, ça, c'est la base. Alors, je vais pas expliquer ici pourquoi, je crois mais on pourra le comprendre assez simplement. Si tu veux gagner de l'argent sans travailler, il faut bien que tu le prennes sur quelque chose. Et tu le prends sur quoi? Sur le travail des gens. Alors, c'est pas exactement ça, c'est pas exactement le travail, c'est le travail abstrait, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Soit. Ça suffit pour comprendre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, en fait, les capitalistes sont en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que les capitalistes, pas parce que leur classe sociale a des intérêts communs, ils sont pas en concurrence les uns avec les autres. Je veux dire, Bernard Arnault et François Pinault, ils sont pas forcément copains non plus, tu vois. D'ailleurs, ils sont pas copains du tout. Donc, ils veulent faire du profit, ils veulent faire le plus de profit possible. Et il se trouve que le capitalisme, c'est justement le mode de production qui se développe grâce à quoi? Grâce au progrès technique, grâce à la machine à vapeur, grâce à l'industrialisation. Et en fait, l'idée, c'est que pour réussir à rester concurrentiel, les capitalistes ont intérêt à faire en sorte que leur appareil productif soit le plus productif possible. C'est le développement des forces productives. On pourrait parler d'augmentation de la productivité par l'innovation, quoi. Ouais. Et donc, le progrès technique en fait, permet de l'innovation qui permet de l'augmentation de la productivité. Sauf que la conséquence de ça, c'est qu'au bout d'un moment, tu finis par remplacer les êtres humains par des machines. Et le truc qui est un peu emmerdant, c'est qu'en fait, tu vas avoir de plus en plus des armées de chômeurs, parce que comme le capitalisme permet la création plus rapide et plus facile de richesse et moins coûteuse de richesse, et donc de marchandises, de parler de marchandises, en fait, tu vas avoir une population qui augmentera, avec de plus en plus de chômeurs, puisque les gens seront remplacés par des machines. Et la conséquence de cela, c'est qu'au bout d'un moment, si tu remplaces en fait les travailleurs par des machines, comme le profit, il dérive de l'exploitation du travail, si tu n'exploites plus de travail, tu fais plus de profit en fait. Mais et en gros, pour le dire simplement, imagine un monde en fait dans lequel il n'y aurait que des machines qui feraient tout le travail des êtres humains. Comment tu pourrais justifier qu'il y a quelqu'un qui serait propriétaire de ces machines et qui ferait du profit là-dessus? Tu peux pas le justifier. Mais moi, donc ça va s'arrêter. Je suis assez surpris de ta réponse. Moi, je croyais que c'était tout simplement le fait que le capitalisme va essayer de tirer constamment les prix vers le bas, donc de diminuer les salaires et donc de diminuer et il finit d'autodétruire la consommation. Je croyais que c'était ça, moi, la limite, en fait. Pour aller comme un marxiste, c'est le remplacement de la force de travail par du capital mort dans le processus de production. C'est ça la baisse tendancielle du taux de profit. Ah, ok, d'accord. Ok. Voilà, ok. Désolé. Je reviendrai sur ce sujet, mais je te laisse finir le raisonnement que tu avais précédemment. Donc peut-être qu'en fait ceci est envisageable, peut-être que c'est même observé à certains égards, mais il y a un problème, alors parce que la prédiction c'est que voilà, il y aura des crises et puis le capitalisme disparaîtra. Bon, jusqu'à présent il y a eu des crises mais le capitalisme a survécu. Il y a plusieurs manières d'aborder le problème. Alors on peut se dire ok, on pourrait se dire il y a bien la baisse tendancielle du taux de profit et c'est pour ça qu'on délocalise en Chine, tu vois. Et c'est pas complètement con de le considérer. On peut dire ça. On peut aussi considérer les choses différemment. Je vais revenir sur Federici. Et ce qu'elle te dit, c'est que en fait, on s'en branle de la baisse tendancielle du taux de profit
parce que Marx n'a pas prédit un truc, sa théorie ne prédit pas un truc, c'est que le processus d'accumulation primitive du capital ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas avec l'instauration du capitalisme. Et elle va t'expliquer le travail justement de l'exploitation des travailleurs chinois ou des travailleurs qui sont même pas payés dans la production agricole. Alors elle estime, je crois que t'as des travailleurs qui sont pas payés dans la production agricole et qui nourrissent le regard de la planète. On va vérifier l'étude et tout, mais bon, c'est les chiffres qu'elle donne. Et en fait, ce qu'elle te dit, c'est qu'on a ce processus permanent d'accumulation du capital qui n'a pas vocation à s'arrêter. Et donc, baissant de taux de profit ou pas, on s'en branle, puisque dans tous les cas, les capitalistes continueront à fabriquer des esclaves et à accumuler comme ça, et à voler des populations, à les exploiter, à les dépouiller, et donc ça ne va pas l'arrêter. Donc ça, c'est un des trucs. Après, il y a un truc aussi que Marx, bien sûr, ne prédit pas, c'est le changement climatique, tu vois. C'est les catastrophes vers lesquelles on va. Et en fait, le problème, c'est que le déploiement des forces productives qui est nécessaire pour l'abolition du capitalisme, il suppose la destruction de la planète. Donc une limite endogène qui est endogène et indépassable. Mais le progrès technique ne peut-il pas repousser cette limite? Moi, je suis pas très sûr de ça. Je ne miserai pas là-dessus, en tout cas. Moi, j'y crois une fois en plus, personnellement, mais voilà, excuse-moi. Et donc, voilà, donc tu es face à ces problèmes-là, et tu te dis, ok, c'est un bon outil, la baisse essentielle du taux de profit, mais quid finalement du processus peut-être, parce que ça se discute d'un point de vue théorique, peut-être permanent de l'accumulation primitive du capital, donc qui commence peut-être, donc comme le pensaient les coloniaux avec la découverte du Nouveau Monde, et puis après avec des enclosures en Angleterre, ça c'est ce que dit Marx, et qui continuerait aujourd'hui avec l'expropriation de personnes concrètes. Voilà, en fait, il faut incorporer tout ça pour considérer la fin du capitalisme, tu vois. Je pense que cette histoire de baisse essentielle de profit, c'est pas un truc idiot, quoi. Hein. Mais peut-être un truc qui mériterait d'être actualisé pour envisager envisager la fin. Parce que en gros, si on en est là, si on mise là-dessus, on va miser sur des pseudo-nécessités historiques qui semblent être pour le coup pas forcément corroborées empiriquement, quoi. Et il y a Oui, avec avec l'explosion de l'IA, je pense que oui, il y aurait des choses à ajouter dans la théorie, puisque c'est pas impossible, c'est même probable qu'on va avoir effectivement de plus en plus de travail humain disparaître au profit de travail fait par des intelligences artificielles et des robots. Donc ça accélérerait ce processus. Ouais, de développement des forces productives, effectivement, genre, t'auras peut-être besoin de moins de médecins, de moins d'avocats, de moins de profs, on sait pas, quoi, tu vois, donc, effectivement. Ouais. Donc, il y a eu des travaux là-dessus qui essayent d'intégrer l'explosion de l'IA à la théorie marxiste, à ta connaissance? Peut-être que oui, mais je ne les connais pas, donc je peux pas répondre là-dessus, ça je ne sais pas. Ça c'est quelque chose. Je fais un petit pas de côté. Je suis très surpris, tu vois, de ce que je te dis là. Parce que je constate que à droite, il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à l'IA, j'ai l'impression, qu'à gauche, tu vois. Toutes ces questions-là, j'ai l'impression que ça vous intéresse pas, tu vois. Alors que ça devrait vous intéresser au premier chef dans cette optique justement de l'abolition du travail. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Ah mais non, mais je pense qu'il y a un présupposé assez admis, j'imagine, qui est que l'IA, ça participe au développement des forces productives, ça participe justement à l'abolition du travail, ok, c'est cool, quoi, tu vois. J'imagine, hein, je pense qu'on peut le prendre totalement comme ça, quoi. Tu penses que les gens le voient positivement, qu'ils sont pas, ils ont pas peur justement de voir la disparition de leur travail et, tu vois, d'être inquiets de ça et du coup d'avoir une vision négative de l'IA? Ah mais les gens, je pense que si, je pense que si, les gens oui, mais les marxistes, je sais pas très bien, parce que les marxistes, comme eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on espère, c'est l'abolition du travail. En fait, c'est quelque chose qui peut abolir le travail. Mais même ça, c'est pas clair, parce qu'en fait, quand Marx dit, alors je sais plus si c'est dans l'idéologie allemande, mais que voilà, une fois qu'on aura aboli le travail, on ira à la pêche le matin, on fera de la couture l'après-midi. Enfin, on fera chacun un peu fera ce qu'il voudra. Ok, pourquoi pas, quoi. En fait, mais à ce moment-là, il faut vraiment que c'est pas si clair. En fait, c'est des questions tellement difficiles et tellement difficiles de traiter en si peu de temps, parce qu'il y a la question de l'oisiveté, est-ce qu'on abolit le travail, est-ce qu'on pousse tout le monde. Parce qu'en fait, il y a un présupposé aussi dans le marxisme, c'est d'envoyer tout le monde au travail.
Mhm. Donc même, pour le coup, on pourrait même imaginer d'intégrer les femmes au processus de production pour justement déployer les forces productives et pour après envisager une société qui serait autosuffisante, etc., etc. Et Et juste pour revenir sur les critiques qui sont faites par les conservateurs de la théorie marxiste, alors je vais pas intégrer toutes les critiques, je vais juste intégrer peut-être une ou deux. La plus connue dans l'histoire de la philosophie, c'est d'Hannah Arendt, et qui est reprise un peu d'ailleurs à demi-mot par certaines féministes, c'est-à-dire que, ok, on abolit le travail, super, donc on est libre, mais qui est-ce qu'on libère en fait? Quel est le sujet libéré? Pour parler comme pour le coup un marxiste, Lucien Goldman, quel est le sujet collectif libéré? Et Arendt te dira, le sujet libéré, ce sont des travailleurs aliénés, quoi. Donc ce sont des travailleurs qui sont enchaînés et aliénés. Et donc, on ne va pas aussi sous-estimer le poids de l'idéologie, qui fait que une fois que tu es libre, qu'est-ce que tu fais de ta liberté, quoi? ouais, Voilà. Et ça, c'est un point important. C'est une question qui vise à l'éducation, qui vise à la mise en commun de savoir, de perspectives, de culture, etc., etc. Et qui, ou même à la spiritualité aussi. ou Qu'est-ce voilà, que... la spiritualité, la religion, etc., etc. Hein, hein. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de Bah, tout c'était une question justement que j'avais pour plus loin. Et donc je vois que bon, il n'y a pas vraiment de réponse du coup. Mais c'est en gros, on peut peut-être estimer que les gens, ils se retrouveront face à eux-mêmes et ils auront le temps du coup de faire ce qu'ils veulent de ces questions et de les explorer en étant libérés du travail, de les explorer encore plus profondément peut-être, non? C'est vrai qu'en étant libéré du travail, comme tu as ton temps qui est libre, tu as le temps de t'intéresser à ces choses-là plus intéressantes et sans doute plus fondamentales aussi. Plus Hum. fondamentales. Du coup, Moins nécessaires, quoi. si je peux recoller à mon conducteur que j'avais, j'ai la Ouais. citation que tu évoquais de Karl Marx et Friedrich Engels sur l'idéologie allemande. C'est un des rares textes que j'ai trouvé qui évoque un peu ce que serait justement cette société marxiste idéale. Donc, dans la société communiste, où chacun, au lieu d'avoir une sphère d'activité exclusive, peut se former dans la branche qui lui plaît, c'est la société qui dirige la production générale, qui me permet ainsi de faire aujourd'hui ceci, demain cela, de chasser le Ouais. matin, d'aller à la pêche l'après-midi, de faire l'élevage le soir et de critiquer après le repas selon mon bon plaisir, sans jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique. C'est ça, ouais, puisqu'il y a l'idée d'abolition de la division du travail qui est aussi concomitante du capitalisme. Mais du coup, là, ce qu'il décrit, en gros, c'est chacun, on est d'accord, c'est une société où les gens, là, c'est vraiment, c'est utopique, c'est les gens n'ont plus besoin de travailler, c'est la machine qui tourne toute seule et c'est les gens qui sont libres, ou c'est encore dans une logique, malgré tout, où il y a du travail, où péché a réellement utilité, ou c'est juste du plaisir, là, de ce qu'il évoque, en fait. J'ose imaginer que c'est plutôt du plaisir, toi, tu vas qu'à tes activités, alors après ça peut avoir une fonction utile, hein. Donc C'est pas c'est des points de... chasser et pêcher, pas dans un sens utilitaire, mais dans un sens de loisir, alors, dans cette Ouais, puisque de toute citation-là. façon, le communisme, c'est l'abolition de la valeur d'échange, pas celle de la valeur d'usage, quoi. Mais oui, le plaisir, puis ça a une certaine utilité, quoi. Mais tu vas pas, de manière industrielle, le mettre à pêcher, puisque normalement, la société, il pourvoit déjà. On va reprendre Lénine, à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses moyens, je crois d'ailleurs qu'il reprend Marx quand il dit ça. L'idée selon laquelle il y a suffisamment d'abondance pour pourvoir à toutes les nécessités. La libération du travail, c'est la libération de la nécessité. Ça, c'est depuis l'Antiquité dans l'histoire de la philosophie, j'ai Mais envie de te dire. du coup, les marxistes, quand ils disent libération du travail, ultimement, c'est vraiment dans un sens concret. Je croyais que c'était libération du travail, asservissant, harassant, mais pour des optiques de produire, de survie, c'est vraiment libérer du travail. Les gens, ils ne travaillent littéralement plus. Ils n'ont plus besoin. Après, tout dépend chez qui tu vas, parce que en fait, le problème, c'est ça, c'est que t'as des théoriciens marxistes qui te diront non, tu vois. Friot, il va pas te dire ça. Friot, il va dire salaire à la Oui, qualification. ouais, Lui, lui, il est très l'idée, attaché c'est au que travail. Hein.
Voilà, lui, il attend pas le développement des forces productives pour y aller. Après peut-être qu'il te dira que les forces productives sont suffisamment développées, mais c'est juste que malheureusement, comme elles sont entre des mains privées, on n'arrive pas à la société ne parvient pas à les utiliser de manière adéquate pour justement libérer tout le monde du travail. Il peut s'entendre par ailleurs aussi, il peut s'entendre. Mais du coup, si on considère, on va descendre un petit peu au niveau de l'utopique, c'est quand même, il y a quand même besoin de, comment dire, de travailler un minimum pour assurer la continuité, la survie de la société, pour produire des ressources, on va dire. Dans une société sans classe où l'État aurait disparu, comment les gens se coordonneraient? Qui est responsable? Parce que du coup, là, par exemple, on pourrait imaginer que donc, les gens, s'ils se forment à leur bon vouloir, tu vas avoir beaucoup par exemple, d'étudiants en histoire de l'art, parce que c'est très sympa, mais tu auras zéro éboueur. Donc comment les poubelles seraient sorties, tu vois, par exemple. Et ça, tu vois, c'est vraiment la question posée par les féministes. Fédérici qui te dit ok, bon, on a aboli la société de classe et qui nettoie les rues. Voilà, elle le dit vraiment comme ça. Qui nettoie les rues, parce qu'il va falloir nettoyer des rues. Il y a ce problème du travail domestique qui n'est pas résolu chez Marx, qui reste irrésolu. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors, une des hypothèses soulevées par ce courant féministe marxiste-là consiste à dire que il faut qu'on crée des communs, voilà, qu'on admette que une fois qu'on aura aboli la société de classe, il y aura toujours du taf. Et qu'il faudra trouver un moyen de le partager. Alors, je sais pas si on vote ou si on tire au sort, ou si on décide de partager les choses de manière égale ou équitable, peu importe. Mais oui, enfin, voilà, il ne s'agit pas de penser que il y aura des nécessités qui vont disparaître comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, si on veut accélérer la société communiste, on ne va pas attendre que les machines puissent se faire notre place, je pense, sinon on n'y arrive pas. Et alors, j'ai une question, ça fait longtemps que j'ai envie de la poser à un marxiste. Alors, si je vais sortir, encore faire un petit pas de côté, je vais sortir de ce qu'on s'est dit, qu'on avait parlé de l'utopie, de l'idéalisme, mais je voudrais quand même parler un tout petit peu de comment arriver à cette utopie. On est d'accord que votre objectif, c'est la disparition de l'État, ou en tout cas de le cantonner dans un rôle vraiment... La disparition de l'État bourgeois, on va dire. Ouais, disparition de l'État bourgeois, mais même de l'État tout court, non? Je sais pas, c'est difficile ça aussi. A priori, oui, à la fin, en fait, à la fin de la fin, quand tu as aboli l'État bourgeois et que tu as liquidé le capitalisme, t'as pas besoin de l'État. Il disparaît, l'État, normalement. Eh ben, il dépérit. Ouais. il dépérit parce que t'en as plus besoin, en fait. Donc, c'est vrai que si t'en as plus besoin, a priori, ce qui justifie l'existence de l'État, en fait, ce sont les régimes de propriété privée, essentiellement. D'accord. Alors, du coup, j'en viens à ma question. On est d'accord qu'on va dire le projet marxiste est en théorie hostile à l'État. On va dire ça comme ça. Enfin, il doit relativiser le rôle de l'État. Pourquoi alors, systématiquement, toutes les propositions de gauche que je vois, que j'entends systématiquement partout, ça va toujours dans le même sens, qui est un renforcement de l'État? Il y a une contradiction là, qui est énorme. Il y a une contradiction, oui et non, il y a peut-être plusieurs contradictions. Je vais essayer de ne pas oublier en parlant. Déjà, le premier truc, c'est que tu peux te dire, si tu es fidèle aux idées marxistes, tu peux considérer que la réappropriation de l'État par la classe prolétarienne, par la classe laborieuse, est une étape nécessaire pour la liquidation de l'État bourgeois et pour la liquidation du capitalisme. C'est-à-dire que l'idée, simplement, c'est d'utiliser les moyens de l'État, donc notamment la police, la justice, la loi, pour liquider l'ancien monde. Voilà. Ouais, mais donc tu te sers des armes du diable, quoi. Tu veux retourner les armes du diable contre lui, quoi, en quelque sorte. C'est l'idée. Ouais, c'est toujours tendu, ça, ce genre de manœuvre, hein, pour l'histoire. Alors c'est difficile à faire, et justement, pour le coup, il y a pas mal de féministes marxistes qui ne croient pas en cette possibilité-là. Elles pensent que c'est pas possible parce que structurellement, l'État, c'est une structure bourgeoise et qu'il n'y aura pas de liquidation de quoi que ce soit. Bon, je sais pas très bien si elles ont raison ou pas. Donc voilà, ça c'est la première manière de voir le problème. Alors, deuxième chose, c'est que on peut considérer aussi que les hommes politiques de gauche
tels qu'on les connaît aujourd'hui, sont pas vraiment marxistes, quoi. Ou que les propositions qu'ils font ne sont pas des propositions marxistes. Mais même, regarde, à proprement parler. Mélenchon qui est on va dire, le champion des marxismes. Bon, je comprends, j'imagine que de votre côté, il est trop à Ben, droite, relativement, et mais tout de même, ces propositions vont systématiquement dans le sens de renforcer l'État. Plus de normes, plus de taxes, plus d'impositions, c'est tout le temps un renforcement de l'État. Mélenchon, c'est le meilleur allié de l'État, là, quasiment actuellement. Après, si tu regardes le programme de la FI en 2022, c'est un programme qui, moi, me paraissait quand même très keynésien, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. D'un point de vue économique, très keynésien. Oui, donc Très, c'est renforcement du rôle de l'État. Le keynésianisme, ça renforce ouais, l'État. Hein. très 30 glorieux, c'est-à-dire qu'on utilise l'État pour... il n'est pas question, en tout cas pour l'heure, de remettre en cause l'économie de marché, mais de la réguler pour avoir une société plus juste, quoi. Je pense que c'est ça, non, l'idée Oui, du mais programme de la FI. tu la régules comment? En renforçant le rôle de l'État. Et du Bah coup, oui, tu je l'ai t'éloignes de fait pour ton être glorieuse. tu t'éloignes de ton idéal de départ, tu vois? Alors pas nécessairement, pour le coup, parce que en fait l'idée c'est que une des finalités de ce genre de programme, il y a beaucoup de discussions là-dessus aussi, on pourrait beaucoup digresser, mais une des idées, une des conséquences possibles de ce genre de programme, ce serait l'affaiblissement de la classe bourgeoise et le renforcement de la classe prolétarienne. Il y a un excellent livre qui est paru, je sais pas si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, de Chamaillou, je sais plus comment il s'appelle, Grégoire Chamaillou je crois, qui s'appelle La société ingouvernable, paru il y a quelques années. Et en fait, Chamaillou s'intéresse à la question du développement des théories du management dans les universités et à leur implication dans le monde du travail. Et il s'aperçoit, enfin c'est la thèse du livre, et il développe pas mal d'arguments par rapport à ça. Toutes ces théories du management, toutes ces théories de l'agence, enfin tous ces trucs-là qu'on apprend aujourd'hui à l'université comme étant des nécessités, comme des vérités naturelles, tu vois, la naturalisation de la théorie économique, quoi. Eh bien en fait, ce sont des théories qui apparaissent en réponse à des commandes, et des commandes de qui? Des commandes de grandes industries. Parce que les industriels ont peur que, à cause justement du keynésianisme, et non pas à cause du marxisme, en fait, qu'à cause du keynésianisme, eh bien, les sociétés se marxisent. En plus, bon, on est en pleine guerre froide, il faut pas oublier ça. Il y a la peur du communisme, la paranoïa du communisme, même à ce niveau-là. Et donc, ils flippent, et donc, il s'agit de développer petit à petit un arsenal théorique qui servira un agenda économique et politique pour justement faire barrage au, au marxisme réel que l'application concrète du keynésianisme rend possible. Ça, c'est Non, mais c'est la thèse de Chamaillou. tu vois, par exemple, je suis pas un expert de ces questions, mais un moyen qui, par exemple, on va dire, positif de combattre l'État d'un point de vue de gauche, tu vois, sans le renforcer, tu vois, donc en essayant de pas trop s'éloigner de l'idée qu'il faut affaiblir l'État, ça serait la promotion des scopes, des scopes. Et ça, tu vois, cette logique-là de création de scopes, elle est très peu poussée actuellement. C'est toujours voilà, une logique keynésianiste de renforcer l'État plutôt que de créer ses propres structures autonomes indépendantes de l'État, qui pourrait être une logique tout à fait valable à gauche et qui me semble, moi, plus en accord avec l'utopie finale, en tout cas. Ouais, d'un point de vue concret, en fait, et c'est toujours on revient aux conditions matérielles. En fait, comme on est, pour ce qui nous concerne, nous, dans un régime très présidentiel, qu'on a un État très fort, concrètement, passer par le moyen de l'État, ça paraît être le plus simple, en fait, et le plus audible aussi. Si tu veux être élu, tu dis, ouais, allez, on va créer des ZAD, moi, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Mais, Je suis sûr qu'il y a grand monde qui... mais si, par exemple, s'il y a une explosion du nombre de scopes, tu vois, s'ils arrivent à prouver que les scopes, ça fonctionne bien d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, que ça trouve que c'est un meilleur équilibre, on va dire, et qu'il y a une multiplication des scopes, tu vois, si jamais en France, au bout de 10 ans d'un vrai labourage de gauche, il y a 100 000 scopes dans le pays. Il faut y arriver aux 100 000 scopes. Ouais, mais que Mélenchon prenne le pouvoir, faut y arriver aussi, tu vois. Ça me semble mais pas. ça paraît plus simple. Ah ouais, ouais, je sais pas, parce que, je sais pas, mais avec le durcissement concret de l'exercice du pouvoir, les scopes, ils t'envoient la brave et des mecs en quad et ils te liquident tout le monde. Allez, ça dégage.
Non, mais les scopes, c'est pas forcément des ZAD, il y a des sociétés ouvrières, tu sais, qui tournent, qui existent réellement, Bien ou sûr. je sais qu'il y a des studios de jeux vidéo, par exemple, qui existent comme ça, tu vois. Et, Ouais, mais je et connais ça, des gens qui sont des totos qui vivent dans des communautés, hein. J'en connais. voilà, mais bah, en tout cas, ces gens-là, moi, ils me semblent plus en accord avec l'idéal, on va dire, un peu basique, si je peux m'exprimer ainsi, de l'abolition de l'État, du marxisme, que ceux qui veulent récupérer l'État pour pouvoir le détourner. Mais après, c'est une contradiction que j'identifie aussi, pas que chez les marxistes, même chez les anarcho-capitalistes, ça existe, tu vois. Quand tu vois que Javier Ouais. Milei, du coup, tu vois, lui, on va dire que c'est le plus libéral, anti-étatiste qui existe, mais du coup, il a pris l'État, tu vois, quand même, malgré tout. Donc, il y a une contradiction. Bah, moi, Alors, pour moi, il n'y il a pas de prend les deux contradiction, pour le c'est que. détruire de l'intérieur, d'une certaine manière, mais il a quand même pris l'État, tu vois. Il a pas fait Ouais, son truc à côté pour le détruire, quoi. ouais, mais parce que t'as les conditions matérielles, donc t'as l'État qui est là, qu'est-ce que t'en fais, quoi? Tu vois, en fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que je fais de l'État? Bah, l'État est là, l'État est puissant. Tu veux pas, en fait, oui, idéalement, tu peux imaginer un monde, tu peux tout imaginer, quoi, tu vois. Je, je- C'est un peu comme quand on discute avec Bad Mulch, tu vois, on est là, oui, on imagine des trucs, mais ok, mais bon, concrètement, en fait, est-ce qu'on peut vraiment, tu vois, Mais c'est abolir pour l'État? ça que je te... Est-ce que tu C'est crois pour ça que je vraiment te que parle des si. scopes, c'est Ouais. concret, tu vois, ça existe. Je te parle pas d'un truc qui n'existe pas, tu vois, les scopes. Ouais, mais est-ce que tu crois pas vraiment que voilà, si par exemple, je sais pas, il commence à y avoir un petit peu trop de scope et que ça commence à être un petit peu trop emmerdant pour le capitalisme, pourquoi pas aller te gratter quelques lois pour dire non, mais là les terres, vous n'avez pas le droit de les occuper, voilà, là, non, 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 ces terres ne vous appartiennent pas, on les vend, etc. Puis, ouais, puis on fait en sorte que leurs activités soient illégales, puis on dégage tout ce petit monde à grands coups de flics et de procès, et puis ça dégage, quoi, tu vois. Ça Ça, paraît quand même assez vraisemblable. bah, je sais pas, moi je trouve qu'ils ont du mal, hein, quand même, avec tu vois, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le bordel que ça a été pendant tant d'années, alors que c'était, je sais pas, c'était 1000 mecs, pas plus. C'était le bordel à l'époque, mais imagine, tu fais la même chose aujourd'hui avec un Macron qui, quand même, n'a pas peur d'utiliser les moyens très très forts. Je suis même pas sûr qu'il supprime la ZAD pour après vendre les aéroports de Paris, quoi. C'est même pas sûr qu'il dégage pas tout le monde, quoi, tu vois. Non, Il mais y a, ouais, il y a un c'était... durcissement, hein, du pouvoir politique, hein, Ah de oui, non, mais l'oligarchie. moi c'est ça que je trouve génial, ironiquement, avec Macron, c'est que c'est réellement le mec le plus totalitaire de l'histoire de la 5ème République, mais comme il sait qu'il est plein dans le centre, plein dans le sens bourgeois, et qu'il n'aura pas les anathèmes, du coup il y va franco de port, il s'en fout, mais d'une force, c'est incroyable quand même, hein. Ouais, alors je sais pas si on peut dire que c'est totalitaire, mais en tout cas très autoritaire, c'est sûr. Et, Ouais, autoritaire, pardon, pas totalitaire, mais et puis, autoritaire. Mm. c'est qu'il y a toute cette lecture à travers l'idée de l'extrême centre là chez Pierre Cernat et l'autre lecture là de Palombarie c'est sur le bloc bourgeois. En fait, tu peux te dire simplement que c'est aussi pour reprendre l'expression de Friot, c'est un peu le fascisme déjà, quoi, tu vois. C'est la fascisation de la société, l'exercice de la normalisation d'un pouvoir policier pour régler des conflits, alors qu'en réalité, même De Gaulle n'aurait pas fait ça, tu vois. Et même, tu vois Même comment il a Sarkozy, géré n'aurait pas fait ça, tu vois. C'est ça le truc, quoi. Oui, mais c'est que ouais, je te dis, personne ne fait ça, quoi. Et lui, comme il a le totem d'unité de par son positionnement politique, il le sait et il en joue, il y va vraiment comme un fou. Tu vois, quand il gouverne la France pendant la gestion du Covid, qui fait ça sous secret défense pour pas que les informations fuitent pendant 50 ans, mais c'est intolérable, hein. C'est un truc de Non, en fait, malade de faire ça. ce qu'ont les Macron, c'est que pour la plupart de ses politiques, il a utilisé tous les coins de la Constitution pour rendre légal des choses qui étaient inacceptables. Ouais. Pour la réforme des retraites, on l'a bien vu, par exemple, quoi. Pour la Puis loi son, immigration. puis son anti-parlementarisme permanent, ça c'est dingue aussi. Mais ça c'est Ouais. invraisemblable. Mais ça, c'est aussi, tu vois, c'est quelque chose d'un moment de l'histoire aussi qu'on est en train de vivre, quoi. Et que les marxistes voient un peu comme je vais pas parler en leur nom à tous, mais comme la fascisation de l'exercice du pouvoir, quoi. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, on est en train, en gros, d'expliquer qu'il y a deux alternatives, c'est les fachos ou c'est les bourgeois. Et donc, en fait, bon, bah, les bourgeois font les politiques des fachos à certains égards, pour aussi, je sais pas, en fait, pour regarder, pour être élu, quoi. ouais, Je moi pense que c'est ça aussi. j'ai l'impression c'est un peu concomitant avec un autre phénomène qui est tout aussi important, voire peut-être même plus important, c'est la fin de la 5ème République, en fait, qu'on est arrivé au bout du bout de ce régime,
avec cette espèce de bipolarisation artificielle de la vie politique. Maintenant, pour tenir, ils sont obligés de cornériser 25% de la France, on va dire la France Marine Le Pen, et 25% la France Mélenchon. C'est pas possible, ça peut pas tenir un régime comme ça n'a aucun sens d'un point de vue démocratique. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que j'ai sur Mélenchon, pour le coup, c'est ça. Là, il y a un truc un peu plus marxiste chez Mélenchon, c'est l'idée de revoir, réviser la Constitution, quoi. Et Macron, ça jamais. Macron, il sait très bien que la Constitution dysfonctionne, il va surtout pas la modifier puisque c'est à son avantage, quoi. Mais c'est en train de bouger là. Les Républicains, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus chauds pour la changer, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est des trucs, ça va pas forcément te plaire, hein, c'est sûr, mais. Mais en tout cas, la France, au niveau des standards démocratiques européens, on n'est pas du tout au niveau. Nous, on est plutôt proche du standard démocratique d'un point de vue constitutionnel de la Russie, voilà, ou de la Turquie, que de nos voisins. Et à un moment donné, on va devoir s'aligner, quoi. Et je crois qu'on est un peu en train de vivre ça, quoi. J'espère que ça sera ça, hein, parce que ça sera aller vers le mieux quand même. Soit ça va dans ce sens-là, soit ça va dans le sens Marine Le Pen, quoi. Je sais pas. En vrai, moi je suis persuadé que Marine Le Pen est plus est moins anti-parlementariste qu'Emmanuel Macron. Il faudrait l'avoir au pouvoir, quoi. C'est le Front National. Après, voilà, c'est toujours pareil, il faut l'avoir au pouvoir, effectivement, tant que t'as pas essayé. C'est d'autres questions. Des coups de Macron, oui, non, mais on négociera la réforme des retraites. Bon, mais il a rien négocié du tout. Ah, on négocie que dalle, hein, c'est pas. Les gens qui croient que Macron négocie encore, ils sont marrants, quoi. Attends, on va recoller un petit peu à la question. Ouais. Alors, on va essayer d'essayer de rentrer dans des aspects un petit peu plus pratiques et des réalisations. Comment le... Voilà, on l'a un petit peu évoqué, mais j'avais prévu d'en parler, donc je l'évoque. Comment le travail et la technologie seraient-ils intégrés dans cette société ? Est-ce que ça serait une société plutôt archaïque ? Une société pro-technologique, la société, encore une fois, la société marxiste idéale. Est-ce que les gens, du coup, en étant libérés du travail, parce que le capitalisme est tellement développé, est-ce que ils reviendraient proche de la nature, un peu dans le délire solarpunk, je sais pas si tu connais. Ou est-ce qu'ils iraient, tu vois, conquérir l'espace, voilà, comment les choses se développeraient normalement, du coup. Si tu lis Marx, le projet, c'est pas trop proche de la nature, puisque c'est grâce au développement des forces productives que tu es censé te libérer du travail. Mais il dit chasser et pêcher, donc tu peux te dire que c'est proche de la nature. Tu vois, dans les rares extraits où il en parle, je sais pas. Oui, mais c'est un mec du 19e siècle aussi qui parle, tu vois, je pense qu'il y a je suppose. Oui, il n'allait pas dire regarder Cyril Hanouna, c'est sûr, oui. Il y a une dimension oisive aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a vraiment une dimension oisive, peut-être quelque chose comme ça, délibéré du travail, voilà, tu vois. Le problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il y a aussi des contradictions qui sont liées, là encore, aux conditions matérielles concrètes et au changement climatique en particulier. Savoir que, je suis pas très sûr qu'aujourd'hui, t'es mine marxiste qui défendent la technologie tous azimuts, le développement de la production absolument incontrôlée. Alors que c'était pas le cas dans les années 70, par exemple. Ça, les gens ont oublié, mais par exemple, l'URSS était ultra industrieuse. Hein. La mer d'Aral est là pour en témoigner. Hein. La Chine, c'était pareil. Hein. Donc, il y avait une vraie idéologie pro-industrie dans le marxisme au cours du XXe siècle. Par exemple. Parce que le développement de l'industrialisation est censé conduire à la libération des travailleurs. Et c'est pour ça que le capitalisme est vraiment nécessaire d'après Marx. Et c'est pour ça que la bourgeoisie est un mal nécessaire, même si c'est une détestation bien sûr de la bourgeoisie qu'on peut comprendre. Mais c'est un mal nécessaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je pense pas non plus que personne, qu'il y ait grand monde parmi les marxistes qui défendrait une espèce d'approche un peu New Age, tu vois, retour à la nature. Mais en tout cas, contrôle de la production pour éviter de tous crever, oui, ça je pense qu'on peut aller là-dessus, quoi. Ouais, donc ça serait utiliser la technologie et le progrès technique de manière via l'État pour essayer de contrôler le réchauffement climatique, d'essayer de faire le moindre mal au final. Mais du coup, ils utiliseraient quand même la technologie, non ?
Alors, oh, bien sûr, alors via l'État ou via des organismes de contrôle indépendants qui ne seraient pas des Oui. organismes étatiques, hein, c'est pas Mmh. forcément l'État. L'État reste, c'est le débat que j'avais eu avec Mulch, mais ça il n'a pas voulu l'entendre, je sais pas pourquoi. L'État reste une invention récente et on assistera peut-être à sa fin prochaine, ou pas, si les choses se corsent. Donc oui, non, non, L'État-nation, tu veux dire oui, oui, c'est ça, ou l'État Mmh. en général, l'État bourgeois. OK. Oui, reprenons, oui. Donc, non, bah oui, il n'est pas question d'abolir la technologie, quoi. Enfin, on a pas, enfin, je pense pas que pour le coup qu'il y ait beaucoup de marxistes qui aient envie de vivre comme une bande de hippies, quoi. Et tu sais, On respecte pour les hippies, bien sûr. ouais, tu dis ça, mais c'est bien que tu le dises, honnêtement, puisque je te promets que de l'autre côté de l'échiquier politique, les gens, ils ont pas vraiment cette vision des choses-là, hein. Ils Comment? ont, c'est que, je sais pas, d'un point de vue de droite, les gens de gauche, ouais, c'est tous des demi-hippies, ils aiment pas l'industrie, ils aiment pas le nucléaire, tu vois ce que je veux dire? C'est pas cette C'est pas image-là gay. c'est pas cette image-là qui ressort de la gauche et du marxisme maintenant, hein, maintenant, aujourd'hui, actuellement. C'est pas qu'ils n'aiment pas l'industrie, c'est qu'ils n'aiment pas les effets concrets produits par l'industrie. C'est-à-dire que quand les effets produits, c'est le travail des enfants et la destruction de la planète, bah oui, évidemment. Après, ça veut dire qu'on est. Ça veut rien dire, tu vois, genre être Bah, je contre veux dire, l'industrie. tu sens pas la technophilie, tu vois, tu sens pas le, euh, ouais, vraiment, tu sens pas, tu sens pas le côté industriel, le côté, voilà, envie de, je sais pas, tu vois, d'avoir beaucoup d'énergie pour des grosses autoroutes, ce genre de choses, tu vois, alors que ça a été le cas précédemment. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais Après, je ça peut être ça peut être lié à deux choses. Ça peut être lié, soit à et d'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Ça peut être lié à ces deux choses en même temps. Le fait que, les gens de droite connaissent mal les théories marxistes, ou pas, Mhm. et aussi le fait que, à gauche, le marxisme n'est pas hégémonique. Et Et il donc, est comme il n'est plus, pas en tout hégémonique, cas. voilà, il est plus, voilà. Comme il est plus hégémonique, il est pas représenté. Et donc, effectivement, quand les mecs imaginent les gauchistes comme une bande de hippies, parfois, oui, on peut imaginer que cet imaginaire-là est construit par la bourgeoisie, mais elle est aussi construite par une certaine forme de pratique de la gauche ou de communication. C'est toujours compliqué. Donc, t'es en contradiction avec une certaine écologie qui est, comment dire, technophobe. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt, tu vois. C'est-à-dire que pourquoi rejeter la technique en soi pour ça, quoi, tu vois. Tu Oui, vois, par en exemple, fait, moi tu vois, je pense que ça c'est intéressant parce que là, je pense que, moi, ça m'intéresse, tu vois, tout ce rapport de l'humanité avec la technologie. Et moi, je savais que les marxistes n'étaient pas foncièrement hostiles à ça. Je savais, j'en avais jamais discuté réellement avec quelqu'un. Et tu vois, par exemple, moi, un truc qui me dépasse, c'est que c'est les écolos qui sont anti-EGM, tu vois. Il y a rien il y a aucune, enfin, il y a jamais rien qui a été démontré sur le danger imminent des OGM comme ils le disent. Et les mecs, ils sont anti-OGM à fond, alors que ça pourrait rendre tout un tas de services, ça pourrait nourrir des millions de personnes, ça pourrait même aider au changement climatique. Tu vois, je sais pas, tu imagines, on pourrait planter des organismes génétiquement modifiés qui vont stocker 10 fois plus de carbone. Il y aurait des trucs à faire, et eux, ils sont contre, tu vois, de manière dogmatique, religieuse, quoi. Et donc ça, on est d'accord que c'est pas... c'est en contradiction avec un marxisme bien compris. alors, je crois que malheureusement, alors, mais ça, il faudra me corriger si c'est pas vrai, on est à peu près, au niveau des OGM, l'état des connaissances, c'est à peu près celui qu'on avait sur le tabac dans les années 50, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, en gros, donc il y a eu la fameuse étude, là, tu sais, sur les rats, mais bon, qui était une étude un peu cracra, quoi, tu vois. En Mais fait, on sait pas si c'est vraiment les OGM qui ont causé la mort des rats. En plus, je crois qu'il n'y a pas que des OGM dans cette histoire-là, quoi. Enfin, bon. Mais d'un autre côté, toutes les études qui disent que les OGM ne sont pas dangereux, ce sont des études qui sont généralement produites aussi ou financées par les gens qui produisent ces OGM. C'est pas emmerdant. Alors je sais pas s'il existe de méta-analyse ou s'il existe un consensus scientifique aujourd'hui pour trancher la question des OGM. Alors si ce consensus existe et qu'il est avéré que les OGM ne sont pas dangereux, oui, là pour le coup, je vais prendre sur moi de dire que c'est complètement idiot de ne pas utiliser quelque chose qui n'est pas dangereux et qui pourrait être une solution technologique pour mais nourrir la planète, etc., etc. Mais tu vois bien qu'ils sont dogmatiques. En tout cas, il y a un dogmatisme. Je vais pas généraliser, mais il y a un dogmatisme qui existe, qui est anti-EGM, mais de manière quasiment religieuse. Et tu écoutes des mecs comme, je sais pas, Pierre Rabhi, ces gens-là, tu vois, ou des José Pierre, Bové.
Pareil, Pierre Rabhi, c'est pas marxiste, lui. Oui, non, mais c'est Non, un mais après, écologiste, il est classé à gauche. Bon, après, c'est Pierre Rabhi, il a un passé trouble pour la gauche, on va dire. oui, très trouble, ouais. C'était un disciple de Gustave Thibon, qui est, Ouais, qui est un philosophe de la nouvelle droite. Et ça, il y a peu de ouais. gens à gauche qui le savent. Donc, je me plais de le dire, quoi. Pardon. Non, mais pour le coup, je pense que les marxistes, je peux pas parler en notre nom à tous non plus, mais savent que le passé trouble de Pierre Rabhi, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un qui inspire une grande confiance. Il est mort, non, d'ailleurs? Non, il est pas mort encore? Oui, il est mort. Oui, il est mort. Tout à fait. Ouais. Donc oui, voilà, là, pour le coup, faut demander, je peux demander à des zététiciens, demander le consensus scientifique où il en est, tu vois. Pareil, tu vois, il n'y a pas de raison d'être a priori pour ou contre un truc, tu vois. Il ne s'agit pas de lutter pour des idées, quoi. Il s'agit enfin, si, une idée qui serait la société communiste. Mais si les OGM sont en moyen d'y parvenir, pourquoi pas. Si les OGM ne sont pas en moyen d'y parvenir, ben non. Si les OGM sont en danger pour la nature, pour la santé, ben, il faut les interdire. S'ils ne le sont pas, ben, il faut pas les interdire. Moi, je pense, Un autre exemple où là, ça va être encore plus simple. Le nucléaire, tu vois. Que toute une partie de la gauche soit anti-nucléaire, mais ça doit être une catastrophe pour les marxistes. Parce que il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat sur le nucléaire parce qu'il y a quand même la production de déchets sur le très long terme, quoi. Et ça, c'est quand même très embêtant. Non, puisque le nucléaire, j'ai fait une vidéo qui va sortir avec un ingénieur nucléaire, justement. Les déchets nucléaires, c'est un faux problème, puisque déjà, la quantité est beaucoup bien moindre que ce que les gens imaginent en général. Et surtout, avec le nucléaire 4e génération, ces déchets servent de combustible. Donc tu peux les réutiliser. Et avec la quantité de déchets nucléaires que nous avons en France, il y a de l'énergie pour 2000 ans, si je me souviens bien. Donc les déchets nucléaires issus du nucléaire 3e génération que l'on a actuellement ne sont pas un problème en soi insurmontable avec le progrès technique, avec le développement du nucléaire 4e génération. Donc, et je te parle même pas de la fusion nucléaire, tu vois. Où là, il y a plus de déchets, il y a plus rien, tu vois. Donc, C'est toujours pareil. t'as des écolos qui sont rabiquement contre, tu vois. C'est dingue. T'as les risques aussi, tu vois, écologiques concrets, de manque de maîtrise de la technologie. Et Oui, ouais. mais l'absence d'énergie fera bien plus de morts. Et le fait que le nucléaire, si tu fais pas le nucléaire, tu fais le gaz, tu fais le pétrole, et ça générera bien plus de morts. Tu vois, le coût et avantage du nucléaire, il est que ce soit d'un point de vue écologique, d'un point de vue humain, il est très 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 largement favorable à toutes les autres alternatives. Après, il te parle des énergies intermittentes, mais c'est pas possible. On peut pas avoir une énergie, une société entièrement basée sur ça. Tu vois, les écolos, par dogmatisme, ils vont eux-mêmes dans une putain d'impasse écologique par technophobie, quoi. C'est dingue. Alors, je vais faire mon Mister Sam face à Hassan, hein, ouais, sauf que la question est quand même beaucoup moins grave. Voilà. Voilà. Est-ce que, alors tu ne demandes pas est-ce que les races humaines existent, mais est-ce que voilà, on peut se passer du nucléaire? Alors ça, je dirais, voilà, alors ça c'est une question de spécialiste. On peut en parler, mais pas en public. Enfin, non, si en fait on peut en parler en public, mais je n'en sais rien. Donc je ne vais pas m'exprimer là-dessus, je ne sais pas du tout. Non, mais tu vois bien, tu sens bien qu'il y a une tension, tu vois. Moi c'est. En fait, le nucléaire, c'est qu'un exemple, tu vois. En fait, c'est pour parler de la technophobie qui existe dans toute une partie de la gauche actuellement et qui n'existe pas chez les marxistes, tu vois. C'était pour faire. Pour montrer, pour bien faire la distinction et pour essayer de saisir. Si pour les écolos, t'entends pour évoquer l'écologie les verts, ouais, je vais pas dire que c'est Yannick Jadot, c'est Macron bis, mais bon. Ouais, mais Sandrine Rousseau, elle est pareille, tu vois, par exemple. Sandrine Rousseau, elle dit je préfère des femmes qui se prennent pour des sorcières que des ingénieurs qui font des centrales nucléaires, tu vois. Mais c'est catastrophique comme phrase. Ouais, Sandrine Rousseau, c'est une assez mauvaise communicante. En plus, elle se fait sans arrêt emmerder sur Twitter, la pauvre. Ouais, Sandrine Rousseau, tiens, au passage aussi. Ça, c'est une critique que j'adresse aux zététiciens. Je sais que t'es pas zététicien exactement, mais tu tournes un peu de cet univers-là. Moi, je lance un appel. Quand est-ce que les zététiciens débunkent Sandrine Rousseau? C'est la plus grosse pourvoyeuse de fake news de France, une des plus grosses. Elle doit se disputer avec Philippot et Idriss Aberkane. Quand est-ce que vous la débunkez, les mecs? Quand est-ce que vous la débunkez? Ils le font pas, quoi. C'est un scandale. Quand est-ce que les zététiciens débunkent les zététiciens déjà? Donc, on s'en parle. Ah, mais il y a toi pour ça.
Ouais, je Euh, sais pas, j'ai vu. On va parler de nos comptes ici, hein, mais moi j'ai entendu des sorties un peu dingues de certains zététiciens qui n'ont pas été débunkés par d'autres zététiciens. C'est affolant. Et même des approches pseudo-scientifiques et sophistiques promues par des zététiciens. Et je ne pense pas du tout à Jack le Fou, ni au fait. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein, ça n'a rien à voir avec Jack le Fou, ni avec le fait qu'il avance Oh là là. Tu sais que, comment dire, c'est d'un point de vue extérieur, c'est assez marrant ta relation avec Jack le Fou. On sent que ça t'a rendu fou, qu'il t'ait traité de raciste paternaliste. Tu lui en veux, mais tu lui en veux tellement, c'est incroyable. Non, ce pourquoi je lui en veux plus, c'est qu'il est, en fait, c'est quelqu'un qui ne leur passe sa parole, puisqu'on s'était engagé à faire un débat chez Yoko, on avait convenu d'une date, et puis le jour du débat, finalement, il est piscine, quoi, tu vois. Et puis le jour Ah, du débat, il veut plus débattre, quoi. Genre, il va débattre avec Wissam et pas du ring, finalement, finalement non, quoi, tu vois. Donc en je gros, savais c'est pas. public. Ouais, si, ouais, c'est ça le truc, ouais, c'est ça, donc je trouve un peu fatigant. Oh, c'est pas la question, c'est pas la question. Non, Sandrine ouais, non, Rousseau, je sais pas, oui, si tu commences à débloquer tous les hommes politiques, honnêtement, tu t'en sors plus comme moi, non, par mais, exemple. non, mais attends, non, mais Non, attends, attends, ça me tient à cœur. même, Sandrine Rousseau, elle est vice-présidente d'université. Ça doit être une des 10 ou 20 personnalités politiques françaises les plus connues, qui passe le plus souvent dans les plateaux télé, qu'elle n'ait jamais été débunkée par les éthiciens. Je suis désolé, c'est un scandale et c'est un stigmate de leur idéologie politique. Je ne peux pas l'expliquer autrement. Et ça dessert réellement la zététique qui ne débunk pas Sandrine Rousseau. Et je sais je te le pas. Parce garantis. que Hein. Sandrine Rousseau, en plus, c'est quelqu'un qui a pas de pouvoir, tu vois, c'est le token féministe, mais bon. Elle n'a pas de pouvoir, elle est aux portes du pouvoir chez Europe Écologie Les Verts, qui est un des plus gros partis politiques français, qui a parmi les plus grosses villes de France. Non, tu vas pas t'en sortir avec cette période-là. Il faut. Mais si, parce que Sandrine Rousseau, elle Non, sera non. pas présidente de la République, tu vois. Mais elle va être OLV, à la la tête du présidentielle, c'est parti bien avant. elle va être à la tête du parti qui gère des villes comme Lyon, comme Nantes, comme Bordeaux, tu vois. Merde. Oui, mais bon, elle pèse. Honnêtement, Sandrine Rousseau, sa ligne politique, ça pèse pas grand-chose, ça pèse pas lourd. Enfin, je pense pas. C'était 49% aux dernières primaires écologistes. Oui, oui, Et, oui, la eh primaire ben oui. écologiste, mais bon, c'est les trois campeurs élevés, quoi. Et ils pensent que, ouais, enfin, je vais pas être méchant avec eux, ils sont sympathiques, mais bon, ça va pas loin Oh, quand je suis désolé, c'était pas le but de cette vidéo de te mettre en difficulté. On devait parler de la société sur ces sujets-là et on devait Non, mais parler de la non, société plus, idéale des marxistes. si on est sur les zététiciens, tu vois, autant attaquer même les instances de pouvoir, tu vois. Finalement, le président Macron, c'est Oui, devait c'est trop clair. Hein. l'article. Mhm. Non, Tu c'est vois, vrai, c'est après, vrai. d'accord, ils ont défendu le consensus scientifique pendant le Covid, ça, je trouve que c'était très bien ce qu'ils ont fait, mais avec peu de recul sur la manière dont ça a été organisé. Ouais, Voilà. oui, parce Bon, que le consensus scientifique, c'est bien le débat, de le protéger. Mais après, c'est pas tout. Il y a une gestion politique du Covid, et ça, il y avait des choses qui pouvaient être dites. oui, Voilà. oui, il y a tout ce qu'on fait. Et alors, je reviens au point de départ, enfin, à notre ligne directrice, la société idéale et marxiste. Dans une société idéale marxiste, du coup, j'ai une question. Est-ce qu'on irait plutôt, à ton avis, vers une société enracinée de l'enracinement ou une société mondialisée, ultra cosmopolite? Est-ce que est-ce que tu as des pistes là-dessus? Enfin, il existe des pistes. Pour l'instant, j'avais anticipé presque toutes les questions, donc ça me rassure. Donc, il existe des pistes là-dessus. Oui, il en existe. Je crois qu'il en existe en tout cas. Et elles ne sont pas forcément toutes là encore, puisque le marxisme, c'est un immense immeuble. Hein, c'est plusieurs immeubles spectaculaires. Ah, Il existe des pistes même qui peuvent être contradictoires. Alors, je sais pas trop. Tu vois, c'est-à-dire ah, que. Bon, dans une société mondialisée telle qu'elle est aujourd'hui, bon, faire machine arrière, ça paraît complexe. Mais dans l'autre côté, si tu veux faire face à des problèmes concrets comme, on va dire, au climat, hein, concrètement, le commerce international à grande échelle, peut-être falloir revoir le modèle, quoi. Il va falloir revoir le modèle. Alors, il ne s'agit pas de l'abolir, mais en tout cas, le revoir. Alors, on va parler de commerce, puisqu'on est dans le capitalisme. Mais en tout cas, la production de choses qu'on peut faire ici, la produire à l'autre bout du monde pour la faire venir en bateau, pour gagner 3 francs 6 sous, je suis pas sûr, quoi, tu vois. Voilà. eh ben, Euh, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le commerce international, il est tellement optimisé, notamment les superconteneurs, que ça peut tout à fait être vertueux d'un point de vue écologique.
sache-le. Ça, il faut voir, parce que les superconteneurs, justement, polluent énormément. Hein. Non, mais le rapport, comment dire, tonnes transportées par kilomètre et sur émission de CO2, il est exceptionnel. Il est tellement exceptionnel que j'ai fait une vidéo, j'incite les gens à la regarder. Où, juste pour ton information, tu prends un agneau qui est produit à Wellington et consommé à Rotterdam, le coût du transport en CO2 va être inférieur à un agneau qui est produit à Séville pour être consommé à Paris. Parce que le transport routier, c'est 137 grammes par tonne, si je me souviens bien. Enfin, je n'ai plus les chiffres en tête, mais le coût en CO2 de transport du fret maritime, il est 10 fois inférieur. Alors attention, j'irai voir ça, si je trouve que c'est faux, je ferai des bugs. Mais du coup, ça si non plus, tu veux. je sais pas, mais sans aller jusque-là, tu vois, tu peux aussi, je sais pas dans quelle mesure non plus, mais tu peux imaginer relocaliser un certain nombre de productions sans aller de Séville à Paris, mais de l'Île-de-France à Paris. Un certain nombre de productions, sachant qu'on va pas pouvoir aussi, là encore une fois, tu vas pas localiser la production de mandarines dans le nord de l'Angleterre. Il vaudra mieux produire dans le sud de l'Italie, parce que si tu veux les faire sous serre en Angleterre, le coût en CO2 va être plus élevé, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, c'est juste pour casser cette espèce de dogme anti-commerce mondial. Le commerce peut avoir des vertus écologiques. Il ne faut pas être dogmatique là-dessus. Voilà. Un autre problème qui est lié à la manière dont sont organisés les échanges internationaux, c'est aussi même à la production, tu vois, la production agroalimentaire, la production textile aussi, tu vois, je veux dire, est-ce qu'on a besoin de 15 de 15 collections Zara par an, même il y en a plus, je crois. Est-ce qu'on a besoin de produire de la nourriture comme on en produit, etc., etc. Bon, les questions se posent, et donc d'avoir des quantités aussi importantes qui sont exportées, je suis pas sûr. Hein, voilà. Bon, il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Et la vraie question, c'est la production et la consommation, c'est pas tant le transport. Voilà. C'est ça que je voulais signifier. Et juste pour revenir, tu vois, dans la mondialisation et enracinement. Donc voilà, ça dépend de la production aussi, je pense beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, une société qui dépend beaucoup de l'extérieur, je pense que, évidemment, elle tend vers la mondialisation. Une société dont la production est déjà relocalisée, s'enracine, tu vois. Là, pour le coup, je vais être très marxiste, je ne vais pas dissocier l'économique du politique ou du social. Et j'aurais tendance à penser que si tu es amené à... Ça va faire plaisir aux Égaliens, ça. Si tu es amené à faire des échanges avec l'extérieur, si tu es tourné géographiquement vers l'extérieur, oui, de manière matérielle, quelque part, tu seras dans une société mondialisée. Si tes contraintes te poussent à être plutôt... dans un rapport local à la production et des échanges plus localisés, je pense que tu seras vers l'enracinement. Après, il y a d'autres approches aussi qui sont liées aux approches coloniales et décoloniales, qui considèrent que la mondialisation, c'est une conséquence de la modernité, de l'épistémologie de la modernité, et qui considèrent que la sortie du capitalisme passe justement par l'enracinement des savoirs, l'enracinement des savoirs, c'est mal dit, et passe par la réhabilitation des spécificités locales, quoi, tu vois, et non pas par leur mépris systématique. Dans quel cas, plutôt dans une perspective anticolonialiste, dans une forme d'enracinement. Alors, ça ne veut pas dire une fermeture absolue vers autrui. Hein. Ça veut dire qu'il faut après aussi, ne peut-on pas imaginer dans une société marxiste utopique où le travail soit totalement émancipé, soit... en tout cas, le côté labeur du travail, le côté difficulté du travail est vraiment relativisé. Donc, c'est une société où il y a une certaine abondance, entre guillemets, enfin, un certain confort, en tout cas. Du coup, les gens, ce confort, ils pourraient le retrouver facilement d'un bout à l'autre de la planète. Et du coup, naturellement, ne retourneraient-ils pas naturellement sur la terre de leurs ancêtres, tu vois, là où ils se sentent... peut-être naturellement mieux qu'ailleurs, tu vois. Est-ce qu'on peut l'envisager, ça? Enfin, oui, on peut tout... Enfin, là, on est dans la pure imagination, on n'en sait rien du tout, tu vois, je veux dire, un Sénégalais un Sénégalais qui est en France, si jamais
qu'en tout cas, très certainement pour des raisons matérielles, tu vois, de confort. Et si son Ah confort oui, il est je assuré, pense on peut pas qu'ils imaginer aient... que, on peut imaginer qu'il aura envie de retourner au Sénégal, tu vois, naturellement, non? Oui, alors sauf si s'il a une Sauf- femme et des enfants en France et de la famille en France Oui, et bien sûr. qu'il est mieux vivre en France, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Après, oui, c'est-à-dire qu'en français pourrait vouloir vivre au Sénégal aussi, tu vois. Tu vois, tout est possible. Après, c'est Oui, sûr que mais l'immigration est laborieuse et la conséquence, évidemment, de conditions matérielles qui sont déplorables pour les gens qui immigrent. Tu vas pas traverser la Méditerranée au péril de ta vie par plaisir, hein. Mais oui, tout est possible, tout est possible. Ça, moi, je... à la rigueur, ça me paraît pas être un problème en soi, tu vois. c'est pas du tout un problème, hein, c'est juste pour savoir comment, du coup, dans une société idéaliste marxiste, quelle forme elle prendrait, tu vois. Si ça serait des communautés enracinées ou un truc, voilà, cosmopolite, c'était ça, plutôt Ce c'est de sera très comprendre comment dépendant, je ça se pense aussi, déroulerait. ce sera très dépendant aussi de la forme qu'aura la société au moment de devenir communiste, tu vois. Je pense Oui, que c'est ça, le quoi. point de départ, ouais. L'enracinement, il est très relatif, voilà, c'est ça, à la forme sociale de départ, quoi. Mais moi, je Qu'est-ce pense que que ça... l'enracinement, c'est quelque chose qui est fondamental. En tout cas, c'est une aspiration fondamentale de l'être humain qui est contrariée par la modernité. Je dis ça, c'est ni bien ni mal, hein, c'est comme ça. Je Ouais, le ça, c'est les constate. décoloniaux qui pensent ça, pour le coup, pas mal. Ils ont tendance à Ah, penser ça. bah, je suis d'accord Que avec eux parce que malheureusement... moi, tu vois, j'ai vécu très longtemps à Paris. J'avais un bon poste, j'avais une bonne situation. Et j'ai ressenti le besoin de retourner dans ma province natale, tu vois. Donc, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma chair. C'est pour ça que je parle de ça, tu vois. Et je me dis que Ah, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé chez beaucoup de gens. Parce que j'ai connu des gens, effectivement, où ils s'en foutent complètement. Mais ils ressentent pas ouais. ça. Ouais, ouais, Euh, je pense que là, c'est très dépendant de ton rapport à la culture, etc., etc. hmm. Mais pour le coup, la société communiste semble ouverte par rapport à ça. Alors, dernier point. Après, voilà, on a dit qu'on visait 1 heure. Je crois Ouais, mais qu'on a t'as large... une après. voilà, on a un peu dépassé. Juste dernier point. Voilà, je veux juste savoir quelle est ta réflexion un peu finale, tes espoirs, tes préoccupations sur l'avenir du marxisme. On a, par exemple, avec l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA va favoriser le marxisme? Ça serait marrant que tu vois le marxisme final aboutisse grâce à l'IA, grâce au développement ultime du capitalisme, effectivement, via l'IA. Est-ce que tu penses qu'au final, ça, bien plus que les luttes sociales, pourrait amener au capitalisme, excuse-moi, je suis fatigué, pour amener au marxisme, au communisme final? Enfin voilà, quels sont tes espoirs, tes perspectives, excuse-moi, voilà aussi. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre les luttes sociales et le déploiement des forces productives, tu vois. Ce sont des mouvements qui, ensemble, participent, j'espère, j'imagine, à l'abolition du capitalisme. Et donc, en cela, bah, pourquoi pas, tu vois, pourquoi l'IA, après tout, ne participerait-elle pas au communisme? Je sais pas très bien à quoi ça ressemblerait, mais c'est pas un dogmatisme, je suis pas Raphaël Enthoven qui va te raconter des trucs sur l'IA alors qu'il connaît Ouais, il rien dit en plus. n'importe quoi sur l'IA, Enthoven, c'est lamentable. Donc, moi, a priori, pourquoi pas, tu vois, je sais pas trop dans quelle mesure, de quel type de travail peut libérer l'IA, quel type de valeur d'usage l'IA peut créer, même si on a quelques idées, hein, déjà. Après, tu vois, genre, si on se dit, bah oui, l'IA, elle peut par exemple, remplacer le métier d'avocat. Bon, dans une société communiste, c'est ce qu'on a besoin d'avocat, quoi. Je suis pas sûr. Je pense pas, d'ailleurs. Apparemment, l'IA, tu vois, c'est, comment ça s'appelle? Celui qui en parle beaucoup, c'est, ah putain, Laurent Alexandre, qui est Ah, je médecin. le connais pas. Tu connais pas Laurent Alexandre? Non, 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 je connais pas, non. Ah, il est pourtant très médiatique, bon, c'est étonnant. Et c'est pas un marxiste, par contre. C'est pour ça que je le connais pas. Mais il est assez médiatique, hein, quand même. Il passe un peu partout. Et tu vois, lui, il est médecin de formation et il explique, il lit les études et lui, il est effaré parce qu'il explique que l'IA, ils ont calculé que l'IA avait plus d'empathie que les médecins pour traiter les patients, tu vois. Tu sais, il traitait des patients par IA ou par médecin à l'aveugle et il faisait des questionnaires à la fin aux patients pour savoir qui était le plus empathique et c'était l'IA, tu vois. Donc Ah, ça existe, l'IA... comme étude? Et est-ce que c'est sourcé? Si ça Oui, existe, oui, c'est non, mais comment? c'est sérieux ça. Alors, il en parle, hein, et c'est un mec sérieux, c'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui.
Et donc, il fait référence à des études, je les ai pas en tête, mais ça existe et c'est du sérieux. À chaque fois, il se passe sur des trucs du MIT, c'est pas des... Je me méfie des médecins médiatiques, hashtag Gérald Bronner. Non, non, mais justement, il a passé son temps à dégommer Enfin, Raoult pas aussi. Gérald Bronner, pardon, Frédéric Salman. Ma langue est fourchée. Ah, j'ai cru que tu parlais de Raoult. Ah oui, Non, mais... bon, bon, là, on ne parle pas. bah, tu vois, il a passé son temps à dégommer Raoult, tu vois, si ça peut te donner des gages de confiance. Mais, et aussi, il expliquait, alors ça, c'est un truc qui est fou, que tu prends un ophtalmologue, pardon, tu lui fais regarder le fond d'œil d'un patient, l'ophtalmologue est incapable de savoir si c'est un fond d'œil masculin ou féminin. Par contre, l'IA est capable de le faire. Et le pire, c'est qu'on ne sait pas comment elle fait. Ça me paraît bizarre. T'es sûr que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et donc là, il y a une black box dans l'IA. Si, Il y a un c'est un truc qui t'as, est émergent, en fait. Si t'as, n'hésite pas à mettre la source pour le coup dans le lien de la vidéo. Ça me paraît pour le coup assez extraordinaire. Bah, j'ai sorti l'extrait vidéo où il en parle. Il traîne quelque part sur ma chaîne. Ouais, je pourrais essayer de retrouver trouver la source exacte qu'il évoque. Mais ouais, si je trouve, je mettrai le lien avec plaisir. Mais ouais, il y a des choses passionnantes avec l'IA. Et la gauche et les marxistes ne regardent pas trop là-dessus. C'est dommage pour vous, je trouve. Enfin voilà. Est-ce que moi je te laisse finir Peut-être des points, et on a des points aveugles aussi. Ouais, tout le monde en a, hein, mais voilà. Voilà, donc prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et prolétaires, alors maintenant, c'est quoi le prolétariat? Parce qu'il y a la question de la société de classe aussi. On n'a pas trop débattu ça, mais de toute façon, on va tout faire. Ouais, voilà, donc tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est pas une question de société idéale, c'est de société possible, dans le sens pas possible en soi, bien sûr, plausible, vraisemblable, quoi. Voilà, mais je pense qu'il faut qu'on désespère de la possibilité d'abolir le capitalisme, qui est d'un point de vue normatif, dans tous les cas, un Encore de régime. vrai? Tu penses le voir de ton vivant, par exemple? Bah écoute, j'espère, j'y crois pas trop, mais j'espère. Sinon, je n'ouvrirai pas ma bouche. Bah, tu peux le faire pour les générations futures aussi. Oui, T'es obligé voilà, de de toute façon, pour toi-même, tu vois. j'espère que c'est pas perdu, quoi. Après, si je vois de mon vivant, je serai content, quoi, tu vois. Si je vois pas de mon vivant, je vivrai avec, quoi. Je préfère voir ça à l'extinction de l'humanité. J'espère que je ne verrai pas l'extinction de l'humanité à cause du changement climatique ou quelque chose de ce genre, quoi. Oui, ça c'est. Tu penses que du coup le marxisme est une condition nécessaire pour la non-extinction de l'humanité? Non, je vois bien d'autres alternatives, mais bon, elles sont pas D'accord. très heureuses. Ah oui. Ok, non, mais ok, j'avais cru comprendre ça dans tes paroles. Non, tu peux imaginer des États très Des autoritaires. dictatures absolues pendant 1000 ans. Oui, ouais, c'est ça, il n'y a pas de souci. Allez, on serre la ceinture de tout le monde et puis on règle le problème du climat. Ou tu peux imaginer qu'on laisse couler aussi et qu'il y ait quelques personnes qui survivent et d'autres non. Tout est possible. Tous les scénarios sont envisageables. Le marxisme est une sortie de crise, a priori. Dans l'idéal. Ouais, normalement, ouais. Bon, dans tous les cas, voilà, cette vidéo se termine. En tout cas, voilà, c'était sympa. C'était sympa ces discussions. C'est un thème que, comme je vous l'expliquais, qui est rarement abordé, la société idéale des marxistes. Bon, on a beaucoup dérivé, mais bon, c'est ça aussi. C'est ça la beauté des enregistrements vidéo et des longs podcasts. C'est ça qui en fait la qualité, je trouve. Merci Doumit d'être venu. Moi, c'était très sympa. J'ai apprécié cet échange. Merci pour l'invitation. Ouais, merci de m'avoir laissé la parole. J'ai dit sans doute beaucoup de bêtises, mais bon, écoute, ça fait partie du jeu, quoi. J'ai essayé quand même de préparer, mais bon, comme je suis pas grand spécialiste non plus de Marx et que j'en connais au moins 20 qui le sont plus que moi, je vais essayer de me faire. Et c'est une question, et c'était un thème pas facile, hein. Attention. Hein. Non, c'est sûr. J'ai cherché des sources, vraiment, j'ai pas trouvé grand-chose, donc non, c'est pas simple. Voilà, encore une fois, merci. J'invite les gens à aller voir ta chaîne. Hein, je la mettrai en description de cette vidéo, hein, bien évidemment. La chaîne de Doumit, c'est normal. Et donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker et à le faire savoir dans les commentaires. La bise. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Merci. Bonsoir, merci.